Frontières, votre média d'enquête. Présent sur le terrain. Vous propose des enquêtes exclusives. Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux. Le tout à retrouver dans nos magazines. Et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Abonnez-vous à Frontières. Bonjour Eric Tegner. Bonjour Johan, bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler en début d'émission des annonces du gouvernement pour aider 3 millions de Français supplémentaires avec la crise du carburant. Et puis nous serons aussi et surtout à Barcelone avec Jordan Florentin à Barcelone où les immigrés clandestins affluent pour essayer d'être régularisés. Ça aura des conséquences naturellement en France avec la libre circulation dans l'espace Schengen. On en parle dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Somaya Labidi. Bonjour Johan et bonjour à tous. La bataille navale se poursuit malgré la prolongation du cessez-le-feu. Un cargo qui quittait l'Iran a été stoppé par des tirs, tout comme un porte-conteneur un peu plus tôt qui se trouvait au large d'Oman. Des tirs qui ont provoqué d'importants dégâts à la passerelle, mais sans faire de victimes. C'est ce qu'indique ce matin l'agence de sécurité maritime britannique. En France, plombé par son taux, le livret A connaît son pire mois de mars. Les épargnants, freinés par un taux abaissé à 1,5% en février, ont de nouveau boudé ce produit le mois dernier en retirant 490 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé. Et puis une enquête ouverte après des jets de pierre contre une école juive en Alsace. L'incident survenu lundi a impliqué un groupe de jeunes qui ont également visé le domicile de personnes de confession juive, atteignant notamment un enfant de 10 ans. Et pour nous accompagner jusqu'à 13h, j'ai le plaisir d'accueillir Jules Torres, Georges Fenech, Amine Elbaï, Hélène Rouet, Jules Laurent et Ludovic Toro. Pour commenter d'abord cette flambée persistante des prix des carburants, le gouvernement qui annonce une aide à 3 millions de travailleurs modestes, grands rouleurs, ainsi qu'un soutien accru aux pêcheurs et aux agriculteurs. Le gouvernement va également prolonger les aides sur les carburants en élargissant à des secteurs d'activité comme le bâtiment, les taxis ou encore les VTC. Maude Brejon, porte-parole du gouvernement, a donné plus de précisions ce matin sur CNews au micro de Laurence Ferrari. Quels sont les critères pour recevoir cette aide? On l'écoute. Il y a d'abord un critère de revenu qui est ce qu'on appelle les déciles 1 à 5, c'est-à-dire moins de 1 500 € net par mois pour une personne seule. Deuxième critère... En couple, c'est un peu plus, c'est ça? En couple, c'est évidemment un peu plus. Deuxième critère, c'est d'être en activité. Et troisième critère, c'est évidemment avoir une voiture et puis justifier, déclarer sur l'honneur, sur un portail qu'on va ouvrir, effectuer plus de 8000 km par an. Là encore, l'objectif, c'est les Français qui travaillent et les Français les plus modestes. Je pense sans que les chacun fliquer, le comprend. c'est ça. L'idée, c'est pas sans les fliquer, bien sûr. L'État n'a pas à savoir combien vous roulez précisément par jour. Et on est sur un dispositif qui est un dispositif de confiance. Et puis, de toute façon, on sait bien que les Français qui gagnent moins de 1 500 € et qui sont obligés d'aller faire le plein, ils subissent évidemment cette hausse. Donc, l'objectif, c'est d'être dans une aide et dans un rapport de confiance. Éric Tegner, on va reparler dans un instant de l'immigration, du coût de l'immigration. Si on compare les aides débloquées pour les Français au coût de l'immigration, en fait, les Français, ils ont les miettes. Oui, ils ont en effet les miettes. Et en plus, c'est une politique de culpabilisation parce qu'on fait les poches des Français, évidemment, avec une augmentation des taxes et des impôts massifs depuis plusieurs années. Et un jour, on va leur voir, on leur fait un petit chèque et on leur dit, vous avez vu comme on est sympa. Et on se permet de leur donner ce genre de choses. La politique du chèque, c'est la pire chose qui peut exister. Et d'ailleurs, ça stigmatise aussi les petites classes moyennes aujourd'hui qui ne sont pas concernées par ce dispositif d'aide. À nouveau, les Français, ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent simplement pouvoir vivre de leur travail et donc éviter d'être taxés. Mais vous avez raison, Yohann Usaï, quand dans le même temps on voit une immigration qui est galopante dans notre pays, on en a parlé hier soir, que ces immigrés peuvent toucher le RSA, plus de 500 € par mois, qu'un certain nombre d'associations subventionnées, on a l'impression que pour le coup, le carnet de chèques pour les étrangers et pour les immigrés, il fonctionne à chaque fois. Georges Fenech, si vous étiez toujours parlementaire aujourd'hui, vous auriez réclamé au gouvernement des aides plus massives pour les Français? Ça me donne envie d'y retourner. Franchement, je vais vous dire, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, oui. Franchement, vous êtes mieux ici, Georges. Quand on voit ce qui se passe, et quand on voit le niveau, effectivement. Écoutez, franchement, ce que vient de dire Éric, c'est tout à fait juste. Mais il y a une forme d'humiliation à traiter nos concitoyens comme s'ils étaient à faire l'aumône de quelques centimes. Mais vous vous rendez compte? Alors qu'il y a effectivement des ressources considérables du côté de l'immigration à générer, mais il y a aussi, moi je le dis, des choix prioritaires qui ont été faits pour les éoliennes où on verse 8 milliards actuellement de subventions
pour des éoliennes dont on n'a pas besoin, puisque l'électricité, on en regorge, qu'on n'a pas besoin d'en fabriquer davantage, et tout cela pour faire plaisir ou pour plaire à un lobbying politique des écologistes, c'est évident. Donc, si on arrêtait peut-être ces sommes colossales sur des éoliennes dont la France n'a pas besoin et qu'on les orientait en urgence maintenant sur ce dont ont besoin les Français, peut-être qu'on ferait des choix plus raisonnables. Jules Torres, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement n'ira pas plus loin. Voilà. Il débloque quelques miettes, comme je l'ai dit, pour montrer qu'il fait quelque chose, mais on a bien compris qu'il ne voulait pas aider davantage les Français. Oui, moi je trouve que Sébastien Lecornu a plutôt bien expliqué sa méthode, et c'est vrai qu'on se demandait ces dernières semaines, puisque le conflit a démarré quand même il y a 7 semaines, et c'est vrai que le gouvernement français a temporisé, attendait de voir par exemple ce que l'Allemagne faisait, ce que l'Allemagne bougeait, et Sébastien Lecornu hier expliquait en effet qu'il n'y aurait d'abord pas de baisse des taxes parce que, il n'y a pas d'argent dans les caisses, parce que on ne va pas retourner dans un quoi qu'il en coûte, ce qui peut s'expliquer. Et il disait surtout qu'il voulait faire des aides sur mesure. C'est ce qu'il disait, ce sont ses mots. Donc on a bien compris que c'était en effet pour les gros rouleurs, que c'était pour les pêcheurs, que c'était pour les agriculteurs. Alors évidemment que c'est pas assez parce que évidemment que cette crise, c'est tous les Français qui le paient à la pompe. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation de plus d'une dizaine de centimes, évidemment que ça se répercute, et évidemment que la seule bonne solution, ce serait non pas des chèques carburant, mais ce serait la baisse des taxes. Mais en l'occurrence, Sébastien Lecornu y a répondu. Maude Brejon, qui était ce matin au micro de Laurence Ferrari, elle y a répondu. La vraie question qui se posera, c'est quand est-ce que les Français auront ces aides ? Maude Brejon disait plutôt ce matin que ce serait sur du déclaratif pour les 3 millions de Français qui vont avoir droit à ces aides, et que les aides, elles n'arriveraient pas demain sur leur compte en banque. Elles arriveraient à partir du mois de juin. Donc il y a une vraie question sur le délai entre les demandes d'aide et les aides perçues réellement. Je vois que Ludovic Toro, qui a toujours très sage, son petit effet, est venu avec un pipeau. Mais vous avez à disposition un pipeau. Alors, est-ce que c'est un... Vous pouvez le montrer aux téléspectateurs. Il est historique, ce pipeau. Est-ce que c'est un message que vous envoyez là au gouvernement ? Non, mais attendez, c'est un message que tous les Français envoient au gouvernement. On ne demande pas la pitié du gouvernement. On ne paye pas assez d'impôts depuis des années pour avoir un retour à un moment. Et là, on nous dit, c'est impossible. Et là, on sépare les Français. Il y a ceux qui auront le droit, ceux qui n'auront pas le droit. C'est ça l'égalité dans notre pays ? Mais c'est catastrophique. Et ils le disent, de toute façon, ils feront des petites mesurettes. Je vous dis, ils attendent une chose, c'est qu'on libère le détroit. Tant que ça sera ça, on nous balancera. Il y aura, voilà, on passera, comme faire la pitié cette semaine, on mettra 1 euro, 2 euros, mais à la fin, vous ferez le compte. Et qu'aujourd'hui, les Français, ils préparent les vacances, et peut-être qu'ils partiront pas, et qu'il y aura des impacts économiques magistrales. Ces gens-là, quand je les entends parler, Maude Brejon et les autres, excusez-moi, quand ils nous parlent d'éoliennes, vous avez raison de le dire, quand ils nous parlent de tout ce que vous voulez, ils ont fait l'erreur magistrale de l'énergie qu'il fallait, c'est-à-dire l'énergie atomique. Ils n'ont pas voulu mettre en place, et ben voilà. Donc aujourd'hui, on paiera, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps c'est parti cette histoire. Aujourd'hui, excusez-moi, Trump, il dit, bon, stand-by, on reste comme ça, on voit ce qui se passe. Donc forcément, enfin, je ne peux pas porter, avant qu'un jour, on n'aura rien. Et les autres, ils doivent partir en vacances. Et les autres, on fait comment ? Et nous, les mairies qui allons payer tout ce qu'il y a, les gazons... Il y a les Français ou ne partent pas ou partent moins loin, voilà. Mais oui, mais c'est ça. Attendez, ils font un choix. Si, à la limite, on ne payait pas d'impôts, OK, on va faire un effort. Mais là, attendez, on est au max. On est au max. Et ils n'osent même pas faire un petit geste par rapport à la taxe sur les carburants. Si ce n'est pas une claque que prennent tous les Français aujourd'hui, écoutez, je comprends. Mais vous savez qu'en réalité, ce dispositif, il ne coûte pas cher pour l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure jamais et que les services de l'État ne mesurent jamais, ou plutôt mesurent et alertent d'ailleurs le politique dans ce sens-là, c'est le taux de non-recours au dispositif. Vous savez, contrairement aux aides sociales, au RSA, aux allocations familiales, il n'y a pas besoin systématiquement de déclaration, c'est automatique, ça tombe, il faut faire une déclaration tous les 3 mois. Pour bénéficier de cette aide, il va falloir s'inscrire. Il va falloir s'inscrire, et pas seulement. Il va falloir remplir une attestation pour certifier sur l'honneur que vous roulez à moins de kilomètres. Moi, ça me fait penser aux attestations du confinement pour sortir dans la rue à l'occasion du Covid. Nous sommes le seul pays au monde à faire cela, le seul pays au monde. Donc en réalité, il y a un taux de non-recours qui est quand même très fort et qui fait qu'en réalité, la mesure ne coûtera absolument rien, puisque encore faut-il connaître l'aide pour effectivement solliciter le bénéfice de cette aide, en particulier chez les travailleurs indépendants. Bon, je sais que toutes les comparaisons ne se valent pas, mais ce que se disent les Français, effectivement, on a parlé hier soir de l'immigration. Les Français ont pu voir quel était le coût réel de l'immigration dans notre pays. On va en reparler dans un instant. Ils se disent on a de l'argent pour les autres. Ils se disent on a de l'argent pour les autres aussi quand on va aider les Ukrainiens. Pascal Praud le rappelait très justement hier soir dans l'heure des pros. On a débloqué plusieurs milliards pour aller aider les Ukrainiens. 11 milliards, dit Jules Torres.
Bon, et là, on débloque quelques millions seulement. Encore une fois, je reprends ce terme. On débloque quelques miettes seulement pour les Français qui en ont besoin. C'est un besoin même vital. Bien sûr, vous avez raison. Moi, il y a quelque chose que je ne m'explique pas depuis hier soir. Il y a une perche qui a été tendue au gouvernement sur notamment la taxe pollueur-payeur, sur les chèques économie-énergie. C'est une idée que Michel-Édouard Leclerc a 15 centimes par litre. donnée. 15 à 17 centimes par litre, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc, Laurence Ferrari, bien sûr, pose la question ce matin à Maud Bréjon, pourquoi ils n'ont pas saisi cette perche, qui est d'ailleurs, je le rappelle au passage, il y a une petite division quand même dans le camp Renaissance, parce que Guillaume Kasbarian, député EPR, lui aussi, il est pour justement qu'on supprime cette taxe, au moins temporairement. Il l'a annoncé sur vos antennes. Donc, Maud Bréjon, ce matin, on l'attendait au tournant là-dessus. Et Maud Bréjon, elle nous explique déjà que cette taxe, donc ce n'est pas l'État qui la touche tout de suite, que c'est un dispositif qui est nécessaire pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et je ne parviens pas à comprendre comment on peut justifier ça, alors que même sur 1 litre, ça permettait d'économiser 15 à 17 centimes. C'est énorme. Et pour continuer sur justement le principe des énergies fossiles, quand Maud Bréjon, ce matin, dit « la France n'a absolument pas de gaz et pas de pétrole », ça m'a vraiment étonnée aussi, parce que déjà, c'est pas tout à fait vrai. Nous avons du pétrole en Guyane, seulement avec, encore une fois, une idéologie écologiste. Ce n'est pas quelque chose qu'on prélève nous-mêmes alors qu'on pourrait avoir ça. Le gaz, c'est pareil. Le gaz, on en a en Alsace. On aurait environ 4 ans de consommation nationale si on avait le droit, sans justement ces directives européennes écologiques, à le prélever. Et par ailleurs, le gaz de schiste, ça aussi, on en a. Mais ça, pareil, encore une fois, une directive. On n'a pas le droit de faire de la fracturation hydraulique, toujours pour des raisons écologistes. Et alors que le gaz de schiste, l'hypocrisie, elle est totale. On en a pour 77 ans de consommation nationale sur le gaz de schiste et on préfère l'importer des États-Unis. L'hypocrisie est folle. Bien sûr. Bien sûr. On n'est même pas autorisé à faire des recherches scientifiques. Oui. Je ne dis pas de trouver, parce qu'on sait qu'il est là, mais on avait demandé à une certaine époque des recherches scientifiques, ne serait-ce que pour voir quel serait l'impact, effectivement, sur... Ça a été Par refusé. idéologie, ça a été refusé. Ça a été refusé, alors qu'on a sous nos pieds de quoi tenir. La non-maîtrise des frontières. La non-maîtrise des frontières, les frontières passoires, ça coûte extrêmement cher, par exemple. Ah oui. Est-ce que vous savez combien ça coûte d'accueillir un mineur non accompagné qui vient illégalement en France ? 50. Ça coûte entre 50 et 55 000 euros par an. Eh bien, nous sommes allés du côté de la Sorge où le maire a accepté d'ouvrir un centre pour les migrants mineurs non accompagnés. Ça divise évidemment la population. C'est Jordan Florentin qui est allé hier les interroger. À Saorge, le maire répond favorablement à la création d'un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés. Le maire est favorable parce qu'on accueille ici à Saorge des migrants. Est-ce que ça vous réjouit comme nouvelle ? Non. Moi, j'habite en région parisienne, en fait, et on en a déjà suffisamment là-bas. Je pense que dans un village comme ici, c'est la tranquillité qu'on cherche. Et on veut éviter, effectivement, des choses qui pourraient, disons, déraper. Ah non, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi aussi je suis favorable par principe. Parce qu'on est humaniste, on est de gauche. Il faut arrêter avec la peur. Si les gens, on les loge bien, on s'occupe bien d'eux, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la délinquance. Après, forcément, ils sont sous les ponts de Paris et tout, mais c'est quoi cette honte ? Comment on traite les gens ? Alors, les frontières, c'est des passoires, on laisse rentrer tout le monde et après on ne peut pas s'en occuper. Alors, les gens qui vivent dans la misère, forcément, ils nous détestent. C'est sûr qu'en plus, il y a des problèmes de religion, tout ça. Mais il ne faut pas tomber dans la psychose de droite, là, d'avoir peur de tout. Les peurs, dès qu'on voit un basané, ils ont peur. Il faut arrêter avec ça. Les migrants, souvent, ce n'est pas des délinquants. C'est des gens qui veulent s'intégrer. Ils en ont chié pour quitter leur pays. Ils ont payé des passeurs et tout. Ce n'est pas du tout des gens qui viennent avec des mauvaises intentions. C'est des gens qui ont vraiment des gros soucis. Éric Tegner, moi je trouve que ce monsieur, il a un discours de bon sens. Il dit, à partir du moment où il y a des gens qui viennent, il faut les accueillir dans de bonnes conditions. On ne peut pas les laisser dormir en plein hiver, quand il fait froid, sous des ponts, sans eau courante, sans électricité. Donc, si on les accueille, il faut bien les accueillir dignement. Mais comme on n'a plus les moyens de le faire, eh bien, précisément, il faut contrôler les frontières et faire en sorte qu'ils ne viennent pas en France. Alors déjà, c'est intéressant parce que ceux qui sont pour l'accueil des migrants, ce sont ceux dont les migrants ne sont pas dans le village. C'est un autre village. Donc, en règle générale aussi, on assiste souvent à des gens qui vont voter à gauche, qui vont dire qu'il faut faire de l'accueil des migrants, mais qui vont s'en plaindre. Moi, je me souviens comment à Châtelet ou en région ou dans la ville de Paris, lorsqu'il y a parfois dans le 11e arrondissement, par exemple, des tentes de migrants en bas, là, d'un coup, on se retrouve avec les habitants qui pourtant ont voté socialiste à aller se plaindre et à aller alerter la presse. Et en effet, vous avez raison, Johan, de l'autre côté, il n'y a pas de réponse humanitaire au niveau. C'est-à-dire que tous les migrants, moi, que j'ai pu notamment rencontrer sur les routes migratoires, ils viennent en France parce qu'ils pensent qu'il y a un Eldorado. Sauf qu'ils vont se retrouver
porte de la chapelle. Ils vont se retrouver avec des aides sociales. Et évidemment, ce sont des conditions qui ne sont pas de bonnes conditions. Et ensuite, pardonnez-moi pour terminer, mais on se retrouve là, au milieu de la montagne, dans des merveilleux paysages. Et les Français qui sont dans ces villages-là, qui ont investi depuis des décennies, parfois depuis plusieurs générations, eh bien, ils se retrouvent aussi à un moment avec des changements de population qui touchent aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas un discours de droite ou autre, c'est ce qui fait qu'il y a une partie de la population française qui est inquiète aujourd'hui de l'immigration parce qu'elle est répartie sur l'ensemble du territoire depuis quelques années. Moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Éric. Et en réalité, il y a un double mensonge dans le sujet. Il y a un mensonge envers nous-mêmes, parce que c'est un gouffre financier pour les départements de mettre en œuvre ces centres pour mineurs non accompagnés. C'est une politique publique qui est obligatoire. Donc le président du département est obligé, et quand il ne le fait pas, eh bien, c'est le juge qui l'oblige à accueillir plus de mineurs non accompagnés. Et on ment aussi à ces mineurs non accompagnés, parce que vous savez ce qui se passe à 18 ans et un jour ? Eh bien, on met la valise du petit mineur non accompagné devant le foyer, et on lui dit, maintenant mon grand, eh bien, il faut traverser en face et aller dans un centre d'hébergement d'urgence qui sont totalement saturés. Le mineur non accompagné finit avec une OQTF qui ne sera pas exécutée. Et donc, on se retrouve dans une impasse totale où le mineur non accompagné devenu majeur devient ni régularisable, ni expulsable. On lui donne la nationalité française. Exactement. Au bout de 3 ans de présence, il est régularisé et nationalisé automatiquement. Voilà, il a la nationalité. Au bout de 3 ans. C'est un droit. Voilà, c'est un droit. C'est un droit. Au bout de 3 ans de présence. Alors, il faut qu'il arrive avant 13 ans pour pouvoir être naturalisé. Il faut ceux qui arrivent. Non. Pour être naturalisé, il faut 3 ans de présence sur le sol français pour un mineur non accompagné et la nationalité, Georges, est attribuée de droit. De droit. Voilà. De droit. Et en plus, vous savez qu'on n'expulse pas les mineurs. Donc, ils jouent en plus, ils trichent sur leur âge, ça, on sait très bien. Ça coûte des sommes. Ils refusent les tests osseux. Vous avez dit, Johan, ça coûte à peu près 50 000 € pour les départements. La charge des départements. La charge des départements, c'est des dizaines de millions. Le département de Menton, c'est 8 millions par an. Sans parler, et alors prenons des pincettes, du niveau de la délinquance, malheureusement, au sein de ces mineurs non accompagnés qui sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup, d'ailleurs, refusent de rester dans des établissements, préfèrent prendre la fuite et continuer à vivre de l'arsen. Je dis bien beaucoup, ce qui est une réalité, on ne peut pas le contester. Donc tout cela montre bien notre angélisme, mais au fond, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une chose, c'est que dans l'esprit de ces juges dont on vient de parler, qui refusent les expulsions, etc., c'est que ces jeunes ont une créance sur nous. Ils ont un droit pour payer nos péchés coloniaux. Autrement dit, ils ont été exploités, ils ont été colonisés, leurs parents, leurs grands-parents, et aujourd'hui, c'est naturel qu'ils viennent demander des comptes. Ils ont le droit de... Mais ça, c'est théorisé. Dans une certaine frange de la magistrature, c'est complètement théorisé. C'est un droit qu'ils ont, une créance sur notre pays. Et donc, on a le droit de rien dire. Et on ne maîtrise plus nos flux migratoires parce qu'on doit rembourser nos dettes. Ça, vous parlez de la soumission à l'idéologie gauchiste, en réalité. C'est ce que vous évoquez là. Mais le vrai problème... Mais on n'est pas obligé d'être soumis à l'idéologie de la gauche. Et vous faites comment ? Puisque toutes les institutions, Conseil d'État, justice, Conseil constitutionnel, tout est trusté par cette idéologie. Mais rien n'est inéluctable. La seule chose, on peut changer cela. Le pouvoir politique c'est ce que dit Bruno Retailleau et d'autres, d'ailleurs, référendum. Voilà. Référendum sur l'immigration qui s'imposerait à toutes les institutions. Jules Laurent, vous avez beaucoup enquêté, vous, sur ces mineurs non accompagnés. Mais il y a quand même, on parle d'Eldorado. Moi, je pense qu'il y a quand même un Eldorado aujourd'hui, quand même, d'aide sociale et de droits sociaux aujourd'hui pour les personnes étrangères en France. C'est-à-dire que ceux qui accompagnent, qui conseillent au quotidien ces mineurs ou alors étrangers présents en France, ils sont payés avec de l'argent public. Ceux qui défendent devant la justice, aujourd'hui, les avocats et autres associations qui viennent les conseiller, sont aussi payés avec de l'aide juridictionnelle en permanence pour les recours d'OQTF lorsqu'ils doivent être expulsés, lors des refus de titres de séjour. Ils sont également aidés par l'argent public. Tous les dispositifs qui sont mis à la disposition des étrangers, que ce soit les dispositifs de soins urgences et vitaux, que ce soit l'AME, les dispositifs pour venir les aider, pour les faire sortir des centres de rétention administrative, sont également payés avec de l'argent public, conseillés avec de l'argent public. Et donc aujourd'hui, on a des étrangers qui connaissent bien le droit des étrangers grâce aux avocats, grâce aux associations pro-migrants et qui en permanence viennent faire condamner notre État, puisque notre État, par le droit européen, est obligé de venir finalement
leur apporter de l'aide, leur apporter aujourd'hui de quoi vivre. Et donc aujourd'hui, on a quand même un Eldorado qu'utilisent ces étrangers. Et c'est tout le problème avec la question des personnes qui vont être régularisées aujourd'hui en Espagne. Et on va en parler à partir de 11h30 avec Jordan Florentin, qui est effectivement à Barcelone, où les immigrés clandestins affluent pour essayer d'être régularisés. Avant cela, Maud Brejon, quelle est la doctrine du gouvernement en matière d'immigration? Maud Brejon a tenté de qualifier aujourd'hui les positions du ministre actuel de l'Intérieur, Laurent Nunez. On l'écoute. Vous savez, la politique qui a été menée par Bruno Retailleau, moi je l'ai soutenue, j'étais dans son gouvernement, j'étais porte-parole du gouvernement de Michel Barnier quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur et j'ai été très fière d'appartenir au même gouvernement que lui. Je considère que la ligne qu'il porte et la ligne qu'attendent les Français et la ligne que porte Laurent Nunez n'est pas différente de celle que portait Bruno Retailleau. Laurent Nunez porte la même ligne que Bruno Retailleau, vraiment. Il n'y a pas eu d'alternance dans la ligne qui a été portée. Encore une fois, il y a une ligne de bon sens. Alors là, Eric, j'ai appris quelque chose. J'ai découvert ce matin que Laurent Nunez avait la même vision de la politique migratoire que Bruno Retailleau. Oui, mais parce que, Yohann Usaï, vous ne lisez pas Libération. Et C'est vous vrai. n'avez pas lu Libération ce matin. Je l'avoue. Bien entendu. Maud Brejon, visiblement, a pris ses éléments de langage dans Libération ce matin, qui évidemment a fait sa une sur la régularisation des sans-papiers. Ils veulent évidemment s'inspirer de ce qui se fait en Espagne avec le socialiste Pedro Sanchez. Et dedans, ils expliquent quoi? Que dans le fond, Nunez et Retailleau, c'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire c'est une politique un peu raciste, c'est ce que dit Libération, et que c'est seulement différent sur les mots. Mais pardonnez-moi, il y a évidemment, et Maud Brejon, je pense, en a quand même conscience, une différence entre Bruno Retailleau et Laurent Nunez. Je ne parle pas de résultats, parce que c'est vrai qu'en termes de résultats, il y a eu quand même un sommet en termes de titres de séjour qui ont été accordés l'année dernière, mais ça en dit plus long sur le fait qu'on a assez peu de marge de manœuvre. Mais Laurent Nunez, pardonnez-moi, sur les questions d'intégration, sur les questions d'islamisation, sur les questions évidemment même de directives, de consignes qu'on va donner, parce que Bruno Retailleau, il donnait des consignes au préfet, régulariser le moins possible, c'est ce qui avait été donné. Alors que Laurent Nunez, on sent un assouplissement majeur, notamment sur le travail. Non, mais c'est là où on voit la difficulté d'être un porte-parole du gouvernement et d'à la fois de contenter les uns et contenter les autres. Évidemment qu'il y a une différence entre Laurent Nunez et Bruno Retailleau. Il y en a un qui est de gauche, Laurent Nunez. Il y en a un qui est de droite, Bruno Retailleau. Il y en a un qui est catholique. Il y en a un autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui est pour l'islamisation de la société. Il y en a un qui est contre. Il y en a un qui est pour le voilement des fillettes. Je nuance un peu ce que vous dites. Qui est pour l'islamisation de la société. Vous m'excuserez, quelqu'un qui dit qu'il faut développer l'islam, il est pour l'islamisation de la société. Il a dit cela, effectivement. Il a reconnu, non, mais je précise simplement par honnêteté qu'il a effectivement dit cela et il a reconnu ensuite que c'était une maladresse et qu'il n'aurait jamais dû prononcer ces paroles. Alors, je ne fais que préciser. Mais vous avez raison de préciser. Moi, je vais à nouveau préciser. C'est-à-dire que quand il dit qu'il regrette ce qu'il a dit sur le fait de développer l'islam en France. Il le dit parce qu'il n'aurait pas dû le dire en tant que ministre de l'Intérieur et donc ministre des Cultes, qui doit être neutre. En revanche, Laurent Nunez, il pense évidemment ce qu'il a dit, sinon il ne l'aurait jamais dit et il n'a jamais donné à la négation sur le fond de ses propos. Il est évidemment favorable à l'islamisation de la société. Pour lui, et quand on lui pose la question, Laurent Nunez, le vrai sujet c'est l'immigration légale ou illégale, il vous dit qu'il faut de l'immigration légale et que le vrai sujet et le seul sujet c'est l'immigration illégale. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas tout à fait les chiffres de l'immigration visiblement irrégulière, parce que je vous souviens que quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il disait sur CNews, sur ce plateau, qu'il y avait entre 200 000 et 300 000 clandestins, alors que même ses prédécesseurs, Gérald Darmanin, qui fut son patron et qui est aujourd'hui son collègue et son homologue du ministère de Vendôme, il dit que c'est entre 600 000 et 900 000 clandestins, et d'autres parlent même de 1 million de clandestins. Donc on a un petit peu un problème, et donc évidemment, à la fin des fins, quand on regarde, oui, il y a une vraie différence entre Bruno Retailleau et Laurent Nunez. Moi, je souscris parfaitement à cette analyse. J'ajoute d'ailleurs à cela que Laurent Nunez a annoncé il y a quelques jours un plan massif d'instruction des demandes de titres de séjour. En réalité, les préfectures vont recruter prochainement, là, dans les prochains jours, des contractuels pour instruire les renouvellements de titres de séjour. Sauf qu'en réalité, pour tous ceux qui pratiquent la matière du droit des étrangers, tout le monde sait que dans les services séjour des préfectures, eh bien, l'agent qui instruit la demande de titre de séjour, la première demande, c'est aussi l'agent qui va instruire le renouvellement. Donc on va se retrouver dans les prochains jours avec des agents débordés, ce qui va conduire soit à une augmentation des régularisations, soit à l'inverse à une augmentation des OQTF et à un engorgement de la juridiction administrative. Donc évidemment qu'il y a une différence notable, notamment dans la pratique administrative de délivrance et de régularisation des sans-papiers entre Laurent Nunez et Bruno Retailleau. Georges Fenech, est-ce que c'est un problème dans le contexte actuel
qu'on évoque en ce moment, qu'on va évoquer avec la situation en Espagne, où on risque d'avoir un afflux de personnes étrangères, est-ce que c'est un problème dans ce contexte-là d'avoir à la tête du ministère de l'Intérieur une personne comme Laurent Nunez? Alors, moi, je n'aime pas, par nature, cibler ou stigmatiser tel ou tel. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, il s'agit simplement de commenter les prises de position de l'actuel ministre de l'Intérieur. C'est à tout. côté de la plaque. Bon, voilà. Donc, non, mais, alors, pardon, Georges. Non, mais quand je dis à côté de la pardon, plaque, Georges, pardon. c'est un peu brutal ce que je dis, Oui, mais non, c'est mais- contraire à ce que les Français aspirent. Bon, ben voilà. Alors, vous me dites, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est à côté de la plaque, mais c'est pas un problème de l'avoir au ministère de l'Intérieur. Ah, j'ai pas dit que c'était pas un problème. Ben, vous n'avez pas répondu, en tout cas. Je réponds, alors, je vais répondre plus clairement. Je pense que la politique qui est suivie aujourd'hui, Place Beauvau, ne correspond pas aux Donc, il y a un problème, Laurent Nunez, au des ministère de Français. l'Intérieur. Donc, il y a un problème de ligne politique. Voilà. Laurent Bon. Nunez ne fait pas ce qu'il veut tout seul. Il a forcément un Premier ministre à qui il rend compte, président, lequel continue à on a rendre l'impression compte, que si ça vous ne vous a voulez pas échappé au régulariser président de plus, la il le fera. République. Donc, ça n'est pas un électron libre, Place Beauvau. Place Beauvau, c'est la démonstration de la ligne politique qui est suivie actuellement par le gouvernement. Celle d'Emmanuel Ludovic Toro, et puis on marque Exactement. une courte pause. Vous entendez le porte-parole? Moi, je me mets à la place des Français qui ont entendu le porte-parole. Et en fait, c'est le porte-mensonge, c'est clair. Mais au-delà de ça, au-delà des mots, ils ne sont pas en mode vous rejoindre, on n'est pas en pouvoir depuis plus de 2 mandats. Et elle nous raconte 9 ans. aujourd'hui- Hein, Ça fait 9 ans. Oui, pratiquement 9 ans. Et là, elle se rend compte que non, mais ils n'ont rien fait du tout. Il n'y a jamais eu autant de titres de séjour en 2025. 385 000. Donc C'est ça un veut, dire, record. ça veut dire qu'elle ment. C'est pas un porte-parole. Alors je vais vous brutaliser, c'est un porte-mensonge. Faut mieux qu'elle parle plus. Parce que les Français, ils connaissent ces chiffres. Quand on est Ils connaissent porte-parole la du gouvernement, réalité. c'est compliqué. Pardon? Quand on est porte-parole du gouvernement, c'est Mais compliqué. ils disent de rien, parler. Allez, ils disent jamais rien. Donc à un moment, il faut s'arrêter parce que ça énerve les Français. Ouais. Ça énerve le Français de mentir à ce point-là. Non, Parce mais, que... oui, parce que les Français s'en rendent compte, ils ne sont pas bêtes. Mais ils ont tout. Les Français, ils comprennent très bien ce qui se Ils passe. nous mentent. Voilà. Je le dis très clairement. Pour le Français aujourd'hui, le mensonge est devenu le porte-parole du gouvernement. Allez, on marque une pause très courte. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants dans la deuxième partie de 100% Frontières. Nous serons en direct de Barcelone où, je vous le disais, les immigrés clandestins affluent pour essayer d'être régularisés après l'annonce de Pedro Sanchez. Quelles conséquences pour la France et l'espace Schengen? On en parle dans un instant. À tout de suite. 11h30, très précisément, la suite de nos débats dans 100% Frontières, juste après l'essentiel de l'actualité. Somaya Labidi. La guerre de communication reprend de plus belle illustration avec ces images tournées à Téhéran hier soir d'un défilé organisé par le régime avec un missile balistique au milieu d'une foule dansée compacte et des slogans appelant à la mort de l'Amérique mais aussi à raser Tel Aviv. En France, Maud Bréjon précise ce matin sur notre antenne les critères des aides gouvernementales sur les carburants. Aides destinées aux personnes seules touchant moins de 1 500 € net par mois. 2, être en activité. 3, avoir une voiture évidemment. Et 4, effectuer plus de 8000 km par an pour aller travailler. Et puis, mauvaise nouvelle pour les usagers, aucun train n'arrivera ou ne partira des gares de Lyon et de Bercy durant le long week-end du 1er mai. En cause, un chantier exceptionnel portant sur le remplacement et la modernisation de 2 postes d'aiguillage. Depuis l'annonce de la régularisation massive de 500 000 sans-papiers en Espagne, les demandes explosent. Les candidats affluent en nombre pour déposer leur dossier. Nous serons dans un instant sur place en direct avec Jordan Florentin pour CNews. Avant cela, le reportage de Pierre Crépy. Depuis que l'Espagne a annoncé vouloir régulariser 1,5 million de sans-papiers, les files d'attente ne désemplissent pas. Un afflux massif qui illustre une tendance en forte hausse. L'Espagne accueille aujourd'hui près d'1 million de migrants par an, contre environ 300 000 il y a 10 ans. La plupart d'entre eux viennent de pays hispanophones d'Amérique centrale comme la Colombie ou le Venezuela, et parfois même d'Afrique. Il y a tellement de gens dans nos pays qui sont perdus, qui ne savent pas quels documents apporter parce qu'ils n'ont jamais été scolarisés. Voilà notre problème. Depuis 2019, près des 3/4 des nouveaux emplois en Espagne sont occupés par des migrants. Mais cette stratégie inquiète plusieurs pays européens engagés dans un durcissement des politiques migratoires. Car une fois régularisés en Espagne, ces migrants peuvent circuler librement dans l'espace Schengen. Georges Fenech, je représente votre livre dans lequel vous évoquez notamment votre parcours à CNews, mais vous parlez aussi beaucoup d'immigration. Votre livre, le voici, je le représente à l'antenne pour nos téléspectateurs. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours juge à Hasbrook. Un titre court. Un titre court. Un petit clin d'œil. Hein. Georges Fenech, évidemment, le risque, c'est que ces migrants
illégaux franchissent la frontière et viennent ensuite, lorsqu'ils auront été régularisés en France, où les conditions d'accueil sont, disons-le, beaucoup plus favorables. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir des populations étrangères. Notre tradition, c'est l'asile, encore que l'asile est dévoyé, nous le savons. On pourrait en parler avec les associations autour de ce droit d'asile, qui sont d'ailleurs financées par l'argent public, faut-il le rappeler. Mais cette tradition d'accueil qui nous honore, la France, ne veut pas dire ouverture à qui veut venir. Des conditions qui nous honorent dès lors que ce sont de bonnes conditions. Dès lors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bien sûr, ça n'est plus le cas. On voit bien qu'il y a un dévoiement du droit d'asile. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France n'est plus en mesure d'accueillir des populations entières, qu'il faut évidemment commencer par intégrer et, si possible, assimiler toutes les populations qui sont régulièrement installées, qui ont acquis la nationalité, un certain nombre, faire en sorte que les jeunes, dont on ne parle pas souvent, qui sont français mais issus de l'immigration, respectent leur village, respectent leur école, évitent autant que faire se peut de se lancer dans des nuits incendiaires comme on l'a vécu, souvenez-vous, après l'affaire Naël, qu'on aime son pays. Et pour aimer son pays, il faut être intégré et qu'on soit en capacité de recevoir ces populations. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il n'y a pas que la France. Tous les autres pays européens, y compris les formidables démocraties sociales d'Europe du Nord, démocratie chrétienne, Danemark, etc., qui ont réduit drastiquement parce que... Qui ont radicalement changé de politique en termes de migration. Et qui ont diminué drastiquement. Parce que personne... Y compris des gouvernements de gauche, d'ailleurs, je le précise. Bien sûr, personne n'y gagne. Ni la population autochtone, ni la population étrangère qui n'y trouve pas son compte. Et on voit ces fractures aujourd'hui identitaires, ces fractures sécuritaires que nous avons partout, jusque dans nos moindres villages aujourd'hui. Donc la France va mal parce qu'elle n'a pas su maîtriser ces flux migratoires depuis 4 décennies où on a à peu près une trentaine de lois sur l'immigration qui, aucune, n'a eu un effet sensible sur la maîtrise des flux migratoires. Jordan Florentin est à Barcelone. Bonjour Jordan, vous êtes plus précisément au service d'accueil des immigrants et réfugiés. Vous avez naturellement beaucoup échangé avec eux depuis hier soir. Que vous disent-ils ? Oui, Johan, vous le voyez, ces images impressionnantes derrière moi de finalement ce que représentent concrètement sur le terrain les annonces de Pedro Sanchez de régularisation, puisqu'ici, ce sont des files d'attente de plusieurs heures sur 300-400 mètres de personnes qui viennent ici à ce qu'on appelle le service d'accueil de l'immigration et des immigrants et des personnes réfugiées ici à Barcelone, qui viennent ici pour finalement obtenir leur certificat, le certificat de résidence d'au moins 6 mois, je vous le disais hier, qui doit s'accompagner d'un casier judiciaire vierge. Ce sont les 2 papiers nécessaires pour ensuite être considéré comme un citoyen espagnol. Et alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'immigration africaine ou maghrébine en France. On parle peut-être moins de celle pakistanaise et bangladais. Et c'est précisément le cas ici, en Espagne. On a pu rencontrer beaucoup de ces profils-là qui nous disent, pour être tout à fait honnête, certains vouloir rester en Espagne, d'autres vouloir rester en Europe. Et d'ailleurs, on a pu rencontrer un jeune qui, lui, est passé par la filière étudiante, d'abord de Danemark, et ensuite l'Espagne, et qui se retrouve ici aujourd'hui désormais pour se faire régulariser. Donc peut-être que demain, il pourra être en France. Merci beaucoup, Jordan Florentin. File d'attente effectivement extrêmement impressionnante pour tenter donc d'être régularisé. On va écouter d'ailleurs ces immigrés clandestins qui demandent leur régularisation puisque vous les avez interrogés. I belong to Nepal. From Nepal to Spain. Why did you came here? For the opportunity. I don't have any work, any jobs. We are all the paperless. So where do you live? I live inside the Barcelona. I'm waiting for a certificate. So you want your Spanish papers? Yeah, of course. I'm waiting papel, a certificate. Then he give papel. I submit paper. I need a Spanish residency card. Where are you from? Bangladesh. I last 4 days searching, but not give anybody papel. Yesterday go hospital and. Another day go Santa Coloma, no give papel. Right now no have money, no have comida. That's why my uncle Bangladesh send money there. Also my one uncle have Dubai, he is sending money. And there are no working, no comida, mucho problema. That's why I come here. You like the Spanish government? Yeah, of course, I respect Pedro Sanchez government. A very nice person.
Bon, en fait, Eric, dans un monde idéal, il faudrait une politique migratoire commune à l'ensemble des pays de l'espace Schengen, parce que sinon, on se rend bien compte, et on en a encore là la preuve sous les yeux, on se rend bien compte que ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est-à-dire qu'on parle souvent de coopération européenne. Et à chaque fois qu'un gouvernement, disons, nationaliste, essaye de restreindre l'immigration, je pense à Viktor Orban, la Commission européenne le sanctionne. Et là, on voit que Pedro Sanchez prend une décision qui est totalement irresponsable. Et quand je dis qu'elle est irresponsable, ce n'est pas seulement le point de vue d'un Français, c'est également le point de vue des Espagnols. Parce qu'il faut comprendre que cette régularisation, normalement, il devait la faire passer par le Parlement espagnol. Et parce que le Parlement espagnol y était opposé, il s'est astreint sur un décret royal. C'est intéressant, cette démocratie qui critique beaucoup en ce moment le pouvoir royal espagnol et qui en profite pour contourner le Parlement et pour régulariser massivement. Le deuxième point très inquiétant, 49.3. c'est le message qui est envoyé. Rappelez-vous comment en 2015, Angela Merkel, mais surtout Anne Hidalgo, avait posé d'énormes problèmes en disant Welcome in France, c'est-à-dire venez tous chez nous, vous êtes les bienvenus. C'est ce qui a créé un appel d'air, parce que évidemment que ces images et cette communication autour du chiffre 500 000, qui d'ailleurs pourrait être déplacé, eh bien, parle à de nombreux gens, notamment issus de l'Afrique. Un dernier point sur le Bangladesh. C'est souvent oublié d'ailleurs, en France, notamment à Paris, dans les cuisines des restaurants, les Bangladais sont très représentés. Il y a une population effectivement au Bangladesh très importante quand même à Paris. Jules Torres. Non mais là où la décision de Pedro Sanchez de régulariser 500 000 personnes, et d'ailleurs avec des conditions qui ne sont pas vraiment très strictes, c'est-à-dire qu'il faut dire que vous étiez en Espagne avant le 1er janvier 2026, que vous avez été sur le sol espagnol pendant 5 mois, et si possible, mais ce n'est pas obligatoire, justifier par exemple une promesse d'embauche ou un acte salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir par exemple fait chauffeur Uber pendant 1 mois. En Espagne, c'est considéré comme un facteur, en tout cas bénéficiaire, pour obtenir tout cela. Mais le problème, c'est que cette décision de Pedro Sanchez, elle se fait pour les mauvaises raisons. Parce que quand on parle aujourd'hui, et on le fait dans tous les pays européens d'ailleurs, on parle de cette décision-là, on oublie tout le reste. C'est-à-dire que Pedro Sanchez, pourquoi il fait ça? C'est aussi pour faire un immense contre-feu, parce qu'il est actuellement dans l'un des plus grands scandales de corruption qu'il y a en Espagne, et notamment dans la démocratie constitutionnelle espagnole. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire que son épouse est actuellement mise en examen pour corruption, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce qu'elle aurait touché de l'argent avec tous les membres du Parti socialiste espagnol. Donc il y a un vrai sujet. Il y a le chef de cabinet de M. Sanchez qui est intégré là-dedans, il y a son meilleur ami qui est intégré là-dedans, donc c'est en Espagne un séisme politique absolument dingue, et il faut quand même le dire, et ça on le dit jamais, et c'est un chiffre qu'on n'entend jamais dans les médias à part sur CNews et sur Europe 1, c'est qu'il y a 70% des Espagnols qui sont opposés à cette mesure. C'est-à-dire qu'en ce moment, notamment à Grenade, je vous invite à lire le JD News, on a fait un reportage à Grenade dans le sud de l'Espagne, il y a tous les jours des manifestations pour dénoncer cette décision qui en effet a été prise via un décret royal qui est l'équivalent de notre 49.3 à nous. C'est-à-dire que le Parlement voulait absolument pas de ça en Espagne, et il a décidé de faire ça tout seul pour son propre intérêt. Et vous dites c'est un séisme en Espagne, c'est un séisme aussi partout au sein de l'Union européenne et en France, parce qu'encore une fois, il est important de comprendre, Jules, que ça aura des conséquences naturellement, y compris pour notre pays, même si nous n'avons pris aucune décision. Bien sûr, on parle là de régularisation des Bangladais en Espagne, mais ces Bangladais, ils auront peut-être un jour de venir en France. Pourquoi? Parce qu'on rappelle que les Bangladais, ils ont une destination massive aujourd'hui vers la France, notamment par le droit d'asile. Ils connaissent très bien la France. C'est aujourd'hui la seconde nationalité dans les termes de demande de titre au droit d'asile aujourd'hui en France. C'est la première nationalité présente aujourd'hui à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Ceux qui viennent contester leur refus du droit d'asile. C'est une destination massivement connue des Bangladais. Et comment ça se passe aujourd'hui dans les filières migratoires? Vous avez aujourd'hui les communautés locales qui s'implantent aujourd'hui notamment à Paris et qui communiquent avec les diasporas, à Barcelone et également leurs familles directement au pays, qui leur disent venez directement, vous serez aidés par les associations pro-migrants, vous serez aidés par des avocats, vous allez pouvoir vous constituer. Et vous savez, au titre de l'article 8 de la CEDH, ils auront interdiction de séparer nos familles. Donc vous serez protégés par les droits et vous pourrez rester en France. On va évoquer cette information de dernière minute que nous donne à l'instant Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui se félicite d'une augmentation des expulsions des détenus étrangers. Gérald Darmanin qui explique que la France a augmenté de 70% le nombre de détenus expulsés. Éric Tegner, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est connaître le chiffre, parce qu'une augmentation importante, si on part de chiffres très faibles, je pense que c'est un élément important. Donc peut-être qu'on regardera. Le deuxième point, c'est qu'en effet, il y a quand même 25% d'étrangers aujourd'hui dans les prisons françaises. On nous parle en permanence de surpopulation carcérale.
mais d'abord pour faire en sorte de libérer des places de prison. En effet, la première mesure qui normalement d'ailleurs devrait être obligatoire dans le droit et imposée au juge, c'est de dire qu'une fois que la personne a terminé sa peine de prison, une peine de prison qui doit être le maximum, elle doit être renvoyée et expulsée dans son pays. Donc évidemment que c'est une bonne nouvelle, mais je crains qu'une augmentation de 70% ne suffise pas, parce qu'on partait de toute façon de chiffres très faibles. Alors je vous donne les chiffres, je vais vous les donner. Et je les vous chiffres, souhaite. pardon, Je vous en prie, pardon. Je précise quand même les chiffres. Le nombre d'expulsions à l'issue de l'exécution d'une peine de prison, on était à 1039 expulsions en 2023, 1039 en 2023, et nous étions en 2025 à 1500. Oui, moi je vous souhaite beaucoup de plaisir, Eric, à expulser notamment des détenus algériens. Vous allez les expulser où? Première nationalité étrangère dans les prisons. Exactement. Vous voyez les chiffres. 1500 quand vous avez 85 000 détenus. Oui, mais c'est 20 000 étrangers. 500 sur 20 000, on peut considérer que c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Vous trouvez que c'est beaucoup? Franchement, 1000 sur 25 000, vous trouvez que c'est beaucoup? C'est bien. C'est toujours ça de bien, parce que ça coûtera encore moins cher. Effectivement, en termes d'entretien, ça coûte cher. C'est à peu près 100 euros quotidiennement, le coût d'une prison par détenu. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. Il faut l'encourager. Mais ce n'est pas cela qui va régler le problème de la délinquance des étrangers. En tout cas, ça montre que c'est possible. Alors, c'est ça qui est intéressant. Je vous interromps parce que la priorité est au direct sur CNews. Emmanuel Macron est dans l'Allier. Le président de la République qui est allé sur place. Il va présider dans quelques instants d'ailleurs un conseil des ministres délocalisé. Emmanuel Macron dans l'Allier. Un bain de foule qui est plutôt rare en ce moment pour le président de la République. Il est allé à la rencontre des Français. Là, en l'occurrence, ce sont des jeunes, manifestement des élèves qui rencontrent le président de la République. On peut se dire que ça va être l'occasion pour lui, éventuellement, Jules Torres, d'aller tester peut-être sa popularité. On sait qu'elle est très faible, naturellement. Non, mais chez les enfants de 6 ou 7 ans, elle est là, plus haute. là, il ne prend pas trop de risques pour l'instant. Donc, on voit que le président de la République va à la rencontre de ces jeunes. On va voir s'il va également rencontrer, pourquoi pas, des électeurs, des Français majeurs, voir quel est le pouls du pays, qu'ils se rendent compte des préoccupations des Français, notamment l'immigration dont on vient de parler. Mais c'est vrai, Jules Torres, qu'on peut noter quand même que ces derniers temps, si on compare au début évidemment de son mandat, même au début de son deuxième quinquennat, ces bains de foule, ils sont plutôt rares en ce moment. Ils sont plutôt rares, voire même inexistants. Le dernier bain de foule en mémoire que j'ai d'Emmanuel Macron, c'était un bain de foule lors de son déplacement en Chine avec Xi Jinping. Donc évidemment qu'Emmanuel Macron, ces derniers temps, se déplace beaucoup moins. Les seuls déplacements qu'il fait, déjà c'est beaucoup à l'étranger, que ce soit pour les conférences européennes, pour les sommets européens, pour la coalition des volontaires sur la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai qu'en France, on lui connaît assez peu de déplacements, et souvent quand il fait des déplacements, il le fait sans l'aide de la presse, qui provoque d'ailleurs, et ce qui ulcère nos confrères journalistes. Vous savez, il va dans des bars, notamment des bars PMU, des bars de province, où il s'arrête pour discuter avec les Français, et ça se fait bien souvent sans journaliste et sans caméra. Là, c'est vrai qu'on peut quand même s'étonner du fait que le premier bain de foule ou du président de la République, ou en tout cas le dernier bain de foule, se fasse avec des enfants qui vont visiblement ou entre 5 et 10 ans. Et c'est vrai que les enfants sont souvent moins vindicatifs, souvent peut-être plus proches de la réalité quand même, que les adultes. Minimum. Mais le président de la République est aujourd'hui à 15% d'opinion favorable, donc c'est évidemment extrêmement dur dans sa lente agonie du pouvoir d'aller sur le terrain, parce qu'évidemment il s'expose d'abord à des critiques et puis ensuite à beaucoup de violence. Il faut quand même savoir qu'il y a 25% des Français qui ressentent du dégoût à l'égard du président de la République, donc évidemment c'est extrêmement préoccupant. Moi je serais un peu plus mesuré que Jules Torres, c'est-à-dire que je n'oublie pas quand même que potentiellement en 2027 on pourra avoir François Hollande au second tour. Je note que l'homme qui avait 3% d'opinion favorable à l'époque, Emmanuel Macron, il prépare 2040. qui en effet a même été obligé de se retirer aujourd'hui, et je crois selon les classements plutôt bien placé. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare la suite. Vous savez très bien, Jules Torres, en tant que fin analyste politique, il sait que vers la fin du mandat, forcément, il aura un petit peu une remontée dans les sondages. Mais là, ils ne seront pas prêts en 2022, ces jeunes enfants. Ils n'auront pas le droit de voter en 2032. Ça plaît pas, c'est ça. Attendez, moi, je trouve ces images absolument formidables. Vous savez pourquoi c'est formidable? Parce que quand on voit cela, on pourrait se dire que le président de la République est le président le plus populaire qu'on ait jamais eu. Enfin, tout le monde se masse autour de lui, veut son autographe, veut faire une photo, veut presque toucher le président de la République pour être sûr que c'est bien lui. Non, mais je vous assure, l'orchestration organisée par
par l'Élysée est absolument formidable parce que cette séquence ne reflète en rien, évidemment, l'immense impopularité du président de la République. Mais c'est d'ailleurs à ça que servent les nombreux conseillers en communication Voilà, il y a des qui sont payés par l'Élysée. Ils sont très forts, Éric Tegner. Oui, et là, c'est vrai qu'on n'entend pas de casseroles, hein, on ne voit pas évidemment de manifestants, donc ça, c'est une évidence. Ils savent organiser ce genre de choses. De toute façon, tous les analystes, ceux qui ont suivi un petit peu Emmanuel Macron, montrent à quel point il s'est retrouvé extrêmement seul au sein de l'Élysée. J'ai du mal à penser qu'il y ait une grande partie des Français qui, aujourd'hui, éprouvent de la sympathie importante à l'égard du président Macron, dans la mesure où même auprès de son entourage, de ses conseillers, de ses plus fidèles comme Gabriel Attal, il y a en effet une rancœur et une haine qui est extrêmement prononcée de la part du président Macron. Malgré tout, je pense que ce type d'image avec des jeunes est une bonne chose parce que ça parle toujours aux personnes un peu plus âgées, aux parents, et il ne fait pas ça pour rien. Non mais Georges, l'art de la politique, c'est quelque chose quand même, l'art de la politique. Comment transformer l'impopularité en sentiment d'extrême popularité? C'est ce qu'est en train de faire là le président de la République. Non mais on s'arrête là-dessus à un moment parce que, pardon, mais c'est quand même extrêmement important. Moi, je ne me réjouis pas du tout de ces images, effectivement. Parce qu'un président, ce que occulte ces images, c'est-à-dire une impopularité maximum. Pourquoi? Parce qu'un président faible, c'est une France faible. Et on le voit à l'international aujourd'hui. Quelle est la portée de la voix de la France? Les pays étrangers, notamment l'Union européenne, mais les États-Unis et d'autres, savent bien quel est l'état de la France aujourd'hui. Savent bien que M. Macron ne pèse plus sur la politique intérieure. Comment voulez-vous qu'il puisse peser aussi sur la politique étrangère en ce moment d'une crise internationale majeure? Donc tout cela n'est pas fait pour nous rassurer. Alors, j'ai bien aimé le mouvement de caméra qui vient de se jouer tout à l'heure. On voyait un petit peu plus au-dessus et on voyait une sorte de trou entre l'arrière, là, c'est-à-dire 3 ou 4 mètres derrière, et au fond toute la sécurité qui avait l'air de bloquer une autre partie de la population. Je pense que c'est intéressant d'avoir des journalistes un peu plus à l'extérieur. Alors la question qui est posée, et on va la poser à Hélène Rouet. Hélène, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un filtrage qui est organisé par l'Élysée pour laisser passer et approcher le président de la République, pour laisser passer les sympathisants, etc., et pour tenir à distance ceux qui ne seraient pas favorables à Emmanuel Macron? Ça se passe comme ça? Il y a un filtrage, on choisit les personnes qui viennent au plus près du président? Bien sûr, mais à la rigueur, ça paraît naturel et c'est pas forcément quelque chose qui me choque parce qu'on peut se douter aussi que la protection du président de la République. Ça peut être choquant, pardon, parce qu'on peut se dire que le président ne va pas à la rencontre des vrais gens, entre guillemets, de ceux qui ont des problèmes et qui sont mécontents. Mais je vais vous dire, parce qu'il ne peut pas, pour sa protection, pour sa sécurité personnelle, il ne peut pas. Moi, il y avait un sénateur, malheureusement, je ne peux pas dire son nom, mais qui m'avait confié, il m'avait dit, il va vraiment falloir qu'il arrête d'aller en province, parce qu'en fait, il va vraiment finir par lui arriver des bricoles, il va finir par lui arriver quelque chose. Julien Audoul... Il a été giflé, le président de la République. Oui, absolument. Julien Audoul, dans sa circonscription, il m'expliquait, pareil, quand je travaillais sur justement ce sujet de l'impopularité d'Emmanuel Macron, Julien Audoul, dans son département, dans ses administrés, parfois il me disait, alors il ne l'a pas dit de cette façon-là, mais en gros, il calmait les ardeurs de ses administrés, tellement les mots employés à l'égard du président étaient violents. Donc il faut quand même se rendre compte, oui, vous avez raison, aujourd'hui, le bain de foule, bon, pourquoi pas, c'est quelque chose qui a été choisi, de toute façon, l'Élysée prépare minutieusement ces déplacements-là, c'est normal. Non, mais c'est tellement gros que c'est presque ridicule. Bien sûr, et par ailleurs, ces déplacements-là, c'est quand même c'est ça qui est un peu déplorable, pardon, c'est qu'il n'y a rien de naturel dans tout ça, en fait. Je vous rejoins, moi, Johan, dans cette analyse. Vous savez, à chaque déplacement du président de la République, vous pouvez aller sur le recueil des actes des préfectures, vous avez systématiquement le préfet du département qui prend un arrêté, pour fixer un périmètre d'interdiction de manifester, donc vous ne pouvez pas vous rassembler. Ça, c'est normal, normal entre guillemets, ça se fait depuis la nuit des temps. En tout cas, depuis même sous le général de Gaulle. Deux, vous avez une division effectivement de CRS qui est présente et qui, parfois, effectivement, en lien avec les services de renseignement locaux, peuvent exclure un certain nombre de personnages qui peuvent interpeller le président de la République. Et parfois, ça peut quand même poser des difficultés en termes de liberté publique, parce que je vous rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, la société, c'est l'article 11, a le droit de demander des comptes à ses représentants. Et 3, vous avez un arrêté systématiquement qui autorise le survol par drone de la foule pour effectivement assurer la sécurité. Ludovic Toro. Ces images sont pathétiques. On n'est jamais déçus au moins avec Ludovic Toro. Non mais attendez, c'est vrai, c'est-à-dire maintenant il n'y a plus que l'enfance pour essayer de lui donner une image, bientôt ça va être dans les crèches. Regardez, non, mais regardez-le. Enfin, voilà, ouais. Mais attendez, on va lui poser aussi des classements PISA pour nos écoles, pour nos collèges, comment on est classé. C'est ça qu'il faudra lui demander aujourd'hui, qui va voir les enseignants et les enfants. On en est où sur le classement? On est un des derniers. Et maintenant, j'aurais bien aimé qu'il fasse un bain de foot dans une station-service.
Là, ça aurait de la tête. Effectivement, Ça c'est une aurait bonne idée qu'on plus de- pourrait soumettre aux communicants de l'Élysée. Allez, sur ce bon mot, nous marquons une très courte pause. Vous restez avec nous. Nous revenons dans un instant, 100% Frontières. Tiens, nous allons nous intéresser au collège et au lycée, justement, aux armes blanches retrouvées dans les sacs à dos des élèves. 800 armes blanches retrouvées l'année dernière. Sur un an, 800 armes retrouvées lors de 20 000 contrôles. Ça fait quand même beaucoup. On en parle dans un instant. À tout de suite. De retour en direct sur CNews. Dans quelques secondes, il sera très précisément midi. L'heure de faire un point sur l'actualité avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Rebonjour Johan et bonjour à tous. Au lendemain de l'annonce de la prolongation de la trêve entre l'Iran et les États-Unis, pas de retour de Téhéran quant à une date pour la reprise des négociations, tout comme du côté de Donald Trump qui se félicite, je cite, de l'effondrement financier de la République islamique en raison du blocage du détroit stratégique d'Ormuz, sans évoquer de nouveaux pourparlers. À la une également, selon une note confidentielle du ministère de la Justice qu'Europe 1 a pu consulter, la part des détenus étrangers expulsés de France a augmenté de 70% en un an et demi, notamment grâce à la mise en place de nouvelles mesures fortes de la part du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et parmi lesquelles la procédure de libération conditionnelle. On poursuit ce journal avec Yannick Aleno à l'offensive. Son association vient de lancer une action en justice contre les entreprises qu'elle accuse de se cacher derrière les bonbonnes de protoxyde d'azote. Le chef cuisinier, dans le même temps, plaide désormais pour un décret classant ce produit à l'origine de nombreux accidents de la route en drogue dure. Écoutez. Il y a un an maintenant, vous savez, il y a une loi qui existe, qui s'appelle l'homicide routier. L'homicide routier, c'est... on a travaillé avec l'association Antoine Lano pendant 3 ans là-dessus. On a passé 3 gardes des Sceaux pour faire valoir le fait que quand vous consommez de l'alcool et ou de la drogue et que vous prenez le volant et que vous tuez quelqu'un, vous rentrez dans la case de l'homicide routier, non plus de l'homicide involontaire ou de l'accidentologie, d'accord ? Nous attendons concrètement, l'association attend concrètement que le décret soit enfin appliqué, que le protoxyde d'azote soit considéré comme une substance psychoactive qui, évidemment, détourne l'attention, le cerveau de son attention quand il est utilisé à bord d'une voiture ou d'un véhicule à moteur. Et puis on termine ce journal avec les images de l'arrivée du pape Léon XIV à la basilique de l'Immaculée Conception à Mongomo, en Guinée équatoriale, pour y tenir une messe d'ici quelques minutes. Puis le Saint-Père est attendu à la prison de Bata pour une visite et terminera cette longue journée par une rencontre avec les jeunes et les familles au stade de Bata. Bali Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, a été élu hier à la présidence d'une puissante intercommunalité en Seine-Saint-Denis. Il affrontait lors de cette élection son rival socialiste Karim Bouamran. Alors, ce qui est intéressant, ça n'est pas tant l'élection de M. Bagayoko. Ce qui est intéressant, c'est l'échange qui a eu lieu avant le vote, un échange qui était particulièrement tendu. Regardez cette séquence. Tenter de faire croire que Bali Bagayoko, et je remercie Mohamed Niabali qui a rétabli en fait la vérité, aurait parlé avec aucun des maires. Supposer qu'il faudrait quasiment se réunir pour se dire des choses. Les maires qui se comportent de la sorte sont en réalité des lâches. Je le dis en ces termes-là. Je le dis pourquoi ? Je le dis pourquoi ? Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour qu'on pervertisse mes propos et qu'on me fasse passer pour un menteur. La deuxième chose, je réaffirme ici que la volonté que nous avons, c'est de travailler avec chacun des maires et chacun des élus qui constituent leur majorité. Je le redis. En revanche, je ne sais pas garantir. Je ne sais pas garantir celles et ceux qui ont des problématiques psychologiques. Je le dis. Parce que si systématiquement nous précisons les choses, et ça a été d'ailleurs très bien dit par Sophia Boutry, Nabila Djebari, y compris d'ailleurs par les différents maires qui ont pris la parole. S'il y a certaines prises de parole qui ont eu le courage d'aller au fond, en fin de compte, de leur pensée, y compris d'assumer leur choix, j'ai observé que certains se sont quasiment noyés dans une tentative d'explication, de compromis, de je ne sais quoi. Éric Tegner, je me tourne d'abord vers vous.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette séquence? Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Elle raconte deux choses. D'abord que M. Bali Bagayoko, effectivement, a une conception de la démocratie assez intéressante, finalement, parce que déjà qu'il donnait des ordres d'une certaine façon aux agents de sa mairie à Saint-Denis, mais maintenant, en fait, il commence à les qualifier des maires avec qui il va devoir quand même travailler dans les semaines à venir, de lâches. C'est-à-dire qu'il étend d'une certaine façon son pouvoir en leur expliquant, finalement, il va falloir également que vous soyez dans cette logique d'allégeance qu'il y a également dans ma mairie. C'est le premier point. Et le deuxième point qui est intéressant sur ce point de vue-là, c'est qu'il vient de battre M. Bouhamran, qui est le maire donc, de Saint-Ouen, qui pendant des années a été qualifié du nouvel Obama français. Il était dépeint vraiment comme une sorte d'espoir de la gauche. Et celui qui est qualifié, non pas par moi, non pas par nous, mais par certains, notamment du service public, du nouvel Obama français à nouveau, Bali Bagayoko, finalement, par lui ravir ce nouveau trophée. Et donc en cela, c'est assez intéressant. Ce que ça dit aussi, Georges Fenech, et moi c'est ce qui me frappe, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec LFI, vous êtes soit un raciste et un fasciste, soit vous êtes fou, parce que c'est ce qu'il dit. Il accuse son adversaire d'avoir un problème psychiatrique. Donc quand on n'est pas d'accord avec LFI, on est soit raciste, soit malade mental en fait. Oui. Non mais c'est ce qui est dit, je n'invente rien, hein. Oui. Ce sont ces mots. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir rencontré des maires qui s'expriment de cette façon-là. C'est tout à fait inédit. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Les maires sont habituellement soucieux à gauche comme à droite. Hein. D'ailleurs, beaucoup de maires sont apolitiques. Hein. Et là, on a une politisation à outrance et une volonté hégémonique, en réalité. À partir du moment où il a été élu par 13 000 voix, en réalité, il faut le rappeler, mais ce qui n'enlève rien à sa légitimité d'élu, il faut se rallier. L'opposition, c'est tout juste si elle peut encore exister, voyez-vous. Et il le fait aussi bien pour des élus que pour des agents territoriaux auxquels vous n'avez aucun droit de leur demander ni leur parti politique, ni leur religion. C'est discriminant. Et ça avait été rappelé, souvenez-vous, par un des ministres, je ne sais plus lequel, qui avait dit effectivement, c'est discriminant. David Amiel, voilà, ministre des Comptes publics. Le ministre des Comptes publics. Donc on assiste là à une prise de pouvoir, on sent une espèce de pouvoir absolutiste là, dans cette ville et au-delà, dans cette métropole. Ça augure mal d'une démocratie locale. Hein. Ludovic Toro, je rappelle que vous êtes maire d'une commune en Seine-Saint-Denis. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que cette intercommunalité, désormais à la main de la France insoumise, pourrait devenir une sorte de caisse de résonance pour la campagne présidentielle à venir de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il va en faire, en gros, son laboratoire, quoi? Ils l'ont dit très clairement. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était important parce qu'il y avait une guerre entre un socialiste qui veut monter un peu plus haut et là, un nouveau LFI qui veut monter. Là, il a cassé les pattes à Karim Bouhamran. Ça, c'est une chose certaine, d'accord? Maintenant, il appliquera la même chose qu'il a dit pour sa ville à l'Interco. Point final, c'est comme ça. C'est un lieu, il a été élu par les autres maires. Hein. Il n'a pas été élu tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs villes qui votent pour lui, parce qu'en EPT, c'est tout le monde qui vote. Donc là, il est légitime. Mais dans son discours, c'est clair. Et puis la guerre entre les deux, ça fait longtemps qu'elle existe. Hein. Bon, là, ils l'ont dit officiellement, d'accord, mais ça va un peu loin, parce que mettez quelqu'un avec une atteinte psychiatrique, ça va loin. Il pourrait presque l'attaquer, si vous voulez. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Non. Ça veut dire, toi, t'es un fou parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. Toi, t'es un fou parce que tu dis pas ce que je fais. Toi, t'es un fou parce que tu n'adhères pas à LFI. Voilà, en fait, le message qui est passé, mais c'est quand même une élection d'une interco qui a beaucoup d'argent et une très grosse puissance, d'accord. Où ça va s'arrêter, c'est le problème. Il n'y a qu'à l'échelle maire, échelle interco, et après, on va voir ce qui va se passer. Mais comment l'arrêter, c'est le problème. Monsieur Bagayoko est à la tête d'une intercommunalité de 450 000 habitants qui emploie 2500 agents. Voilà. Oui, c'est-à-dire s'il applique la même chose. Tout le monde se rend bien compte de l'ampleur de ce que ça représente. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme en termes de puissance économique et puissance décisionnelle. Jules Laurence. Il y a peut-être quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais pour autant qui mérite d'être soulevé. C'est, vous savez, le slogan de campagne de Bali Bagayoko, c'est « un coup KO ». Bagayoko. Et en fait, c'est une référence en fait, à la boxe. C'est-à-dire, en un coup de poing, on gagne, on prend la victoire. Et c'est pas un slogan anodin dans une ville comme Saint-Denis, une ville où il y a beaucoup de délinquance, de crimes organisés. Et c'est un slogan qui a été tagué dans les murs de Saint-Denis, un peu partout dans la ville. C'est un slogan qui a une résonance. Et donc, quand on voit la façon dont il a traité à la fois les fonctionnaires de la police municipale, c'est-à-dire en les obligeant, en mettant des mois de préavis, en les empêchant de partir, en disant tous ceux qui n'iront pas dans ma ligne, eh bien, devront partir. Quand on voit le rapport qu'a la France Insoumise, et notamment à Saint-Denis avec les journalistes, nos propres journalistes, notre rédaction avait été éjectée par la force, des journalistes de BFM également, par le service d'ordre de la France Insoumise, on voit l'intolérance dont fait preuve Bali Bagayoko contre ceux avec qui il n'est pas d'accord idéologiquement. On se rend bien compte que les slogans
depuis le début avec lesquels avait été choisi, sont un projet prémédité de violence par la France insoumise. Autre ville qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours, c'est Clignancourt. On est au nord de Paris, à la limite du 18e arrondissement. Et comme cette ville a fait la une de l'actualité, eh bien, on a eu envie de voir quelle était l'ambiance sur place. On est allé interroger les habitants. Écoutez. Il y a des visiteurs, il y a des Canadiens, il y a des Anglais, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Chinois, il y a des Blancs. La France, voilà, il y a tout le monde. Les Français, ils viennent ici, ils marchent tranquillement. Ils sont là, ils sont avec nous. Ce que je vois quand même, il n'y a pas beaucoup. Il y a des Blancs quand même, mais pas beaucoup comme des autres, comme les Arabes, comme les Africains, voilà. Il y a des Blancs, en effet. Il y a des Blancs. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son avis. Il y a des Blancs, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a. Donc, moi, dans un quartier comme ça, populaire, franchement, je me sens mieux. Hein. Je rentre dans un café, je ne suis pas insulté, on me parle bien, on m'accueille bien. Que ce soit la communauté asiatique, la communauté maghrébine, la communauté africaine, je suis bien traité, on va dire. Et selon vous, il y a de la discrimination anti-blanc ici dans des quartiers comme Clignancourt ? Pour faire oui, il y en a, bien sûr. Mais pour faire le parallèle, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, Éric Tegner, ce qui ressort de ce qu'on appelle un vox pop, on est allé interroger les habitants, c'est d'abord tout le monde dit, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de blancs, c'est simplement un constat, c'est un constat, c'est factuel, ils le disent, il n'y a pas beaucoup de blancs. Donc je me dis, si tout le monde le dit, c'est que c'est pas raciste de dire ça. Oui, c'est ça souvent l'avantage qu'il y a aussi de demander tout simplement l'avis aux citoyens français à qui on tend le micro. Moi, ça m'a marqué cette phrase quand je découvre ce reportage. Oui, des blancs, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a même cette acceptation minoritaire. Et ensuite, cette idée plus loin dans la conversation, il va dire, bien entendu qu'il y a de la discrimination. Mais d'une certaine façon, il y a de la discrimination également de l'autre côté. On a l'impression que c'est du coup pour coup. Donc c'est certain, quand on découvre ces images, on se dit qu'il y a certaines parties de notre pays où, en effet, ça n'est pas, je ne pense pas que ça soit raciste ou xénophobe que de le dire, ça n'est pas le même pays qu'il y a une quarantaine d'années. Non, mais évidemment qu'il y a beaucoup de quartiers français qui ont changé. C'est vrai que on a beaucoup parlé de la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon. La Nouvelle-France, vous savez, qu'il utilisait le terme grand remplacement quelques mois plus tôt. Mais évidemment qu'il y a des territoires français où voilà, les quartiers sont en train de changer. Il suffit d'aller en effet à Porte de Clignancourt, il suffit d'aller à Châteaurouge, il suffit d'aller dans beaucoup de villes du Sud, dans des villes du Nord aussi, dans le bassin minier notamment. Donc évidemment, mais c'est toujours très intéressant de voir à quel point la parole médiatique est bien souvent muselée par des grands arbitres et des grands seigneurs qui nous regardent et qui peuvent vous mettre des amendes, que la parole politique, elle aussi, est brimée par les articles 40, par les juges. Mais quand on fait des fameux vox pop dont vous parlez, les Français, ils ont des paroles qui sont extrêmement sensées. Ils décrivent la réalité avec des mots qui sont peut-être beaucoup plus justes que ceux qui sont permis dans le débat public. Encore une fois, c'est juste un constat qui est fait, non pas par nous, mais qui est fait par les habitants que nous sommes allés interroger. Absolument. Ce qui est peut-être raciste, en revanche, et vous allez me dire ce que vous en pensez, ce sont les mots de Thomas Porte, le député de la France Insoumise, qui a parlé des sports. Il parle du football et il parle aussi du rugby. Et voilà ce que dit Thomas Porte concernant, non pas le sport en tant que tel, mais concernant les joueurs de rugby. Souvent, moi j'ai joué jeune, j'ai joué depuis que je suis petit au rugby, et on était quasiment que des blancs. Sans être naïf, c'était pas. Et tu faisais 100 mètres, t'allais voir le club de foot à 100 mètres de chez moi, il y avait. C'est beaucoup plus mélangé. Ouais, ou voire pas du tout, mais de l'autre côté, tu vois. Dans la même ville. Ouais, bien sûr. D'accord. Dans la même ville, mais bien sûr, moi j'ai grandi aussi avec ce discours, le rugby c'est les valeurs, etc., etc. Et je crois qu'il y a des valeurs dans tous les sports d'ailleurs. C'est pas propre au rugby. À partir du moment où tu fais un sport collectif, c'est un sport de solidarité, avec des valeurs, la question du respect de l'arbitre, tout ce qui va avec, tu vois. Mais ce que te dit en plus ton entraîneur. Voilà, tu vois, mais oui, le rugby, il a aussi véhiculé cette image de mec gaillard, solide. Voilà, c'est tu vois l'image masculiniste. Voilà. Bon, en fait, Thomas Porte qui nous dit dans le rugby il y a trop de blancs. Oui. Voilà, c'est ce qui est dit. Alors, est-ce que c'est raciste de dire il y a trop de blancs dans le rugby ? Il faut lui poser la question. Si jamais il y avait le même type de comparaison qui était faite, par exemple, sur le football,
quelle serait évidemment cette réaction. Imaginez s'il y avait un responsable politique. Je crois d'ailleurs que c'est arrivé il y a quelques années, qui disait qu'au sein de l'équipe de France de football, par exemple, eh bien, il y avait finalement, il n'y avait pas assez de blancs, qu'il y avait peut-être trop noirs. C'est ce type de discours qui ont été portés, pas par moi. Et donc, à cette époque-là, de façon, j'ai envie de dire, assez juste, il y a eu une forme de débat qui s'est enclenché dans le pays, qui a été assez polémique. Et bon, évidemment, là-dessus, ça va passer. Moi, c'est ce qui me marque. C'est-à-dire que... Et vous savez, derrière, il y a également aussi un discours qui est véhiculé contre le rugby pour ce type de raison. Il ne faut pas croire. C'est la même chose qui a été véhiculée, par exemple, contre les banquets du canon français, parce qu'ils ont l'air un peu d'être des joueurs de rugby, qu'ils chantent un peu des chants à l'ancienne, qu'il y a globalement un peu trop de blancs, et donc forcément, c'est un banquet raciste. C'est ça, cette petite idée aujourd'hui. Georges Fenech, on a quand même un parti, la France Insoumise, qui nous dit il y a trop de blancs ici, il y a trop de blancs là, les blancs, ils sont moches. Si ça, c'est pas du racisme, pardon, expliquez-moi ce que c'est. J'aurais du mal. J'aurais du mal parce que le racisme anti-blanc, il existe, incontestablement. On voit même de plus en plus de condamnations maintenant devant les tribunaux. Mais l'histoire du sport, c'est pas une question de couleur. Moi, je suis navré d'entendre parler de ces... Mais on est d'accord. Non mais attendez, moi je trouve insupportable d'être obligé de racialiser ce débat à cause de la France Insoumise qui passe son temps à tout racialiser en permanence. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est insupportable de toujours tout ramener à la couleur de peau. Et surtout dans le sport qui effectivement véhicule des valeurs universelles, mais indépendamment de cela, interrogez-vous pourquoi dans le rugby il n'y a quasiment pas de violence. Et pourquoi, dans le football, il y a des violences à répétition? C'est la question qu'on doit se poser. Ah, pourquoi? Je vous pose la question. Répondez. Parce que c'est culturel. C'est tout, c'est culturel. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on hésite à aller voir certains matchs en famille de football parce que, on l'a bien vu... Vous ne parlez pas des joueurs, vous parlez des supporters. Je parle évidemment des supporters, bien sûr. Vous parlez des supporters et il ne s'agit pas de dire évidemment que les personnes non racisées respecteraient plus le droit entre guillemets que les personnes non racisées. Non, mais je précise, c'est pas une question de race simplement. Voilà. C'est une question de comportement, de culture en réalité. Et pour aller dans le sens de Georges Fenech, pour qu'il ne soit pas caricaturé, pardonnez-moi, dans le basket, où il y a une diversité dans le basket, il n'y a pas de problématique lorsqu'il y a un match de basket. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça que votre vision était plus sur l'aspect culturel. Quand vous avez des matchs de grande importance qui se jouent même à l'étranger, vous voyez ensuite sur les Champs-Élysées ce qui se passe, ce n'est pas des supporters de rugby. Il nous reste quelques minutes avant la publicité et je veux qu'on parle quand même de ce sujet extrêmement important qui concerne beaucoup de monde, notamment les parents d'élèves, puisque la circulation des armes blanches semble en France, disons-le, devenue complètement incontrôlable, y compris donc dans les collèges et dans les lycées. L'éducation nationale a mené durant 1 an des contrôles aux abords des établissements et le résultat est, vous allez le voir, complètement effrayant. 800 armes blanches saisies sur à peu près 20 000 contrôles. Le reportage est signé Raphaël Lazreg et Mathilde Ibanez. Un chiffre alarmant dans le milieu scolaire. 800 armes blanches saisies lors de 20 500 contrôles de sacs à dos, selon le ministre de l'Éducation nationale. Des résultats qui pourtant ne surprennent pas ce syndicat. Ce ne sont pas des chiffres surprenants. Nous avons vu par le passé, ces dernières années, les assassinats de plusieurs de nos collègues. Et puis, on se rend compte aussi que ces couteaux ne touchent pas que les collégiens et les lycéens. Ça commence parfois même très jeune. Dans le Loir-et-Cher, dans une école, on avait retrouvé dans le casier d'un élève de 8 ans 3 couteaux. À Rouen, depuis le début de l'année scolaire, une vingtaine de contrôles ont été menés. On a pour objectif d'être visible, d'être vu aux abords de ces établissements, de manière à dissuader et à rassurer les parents d'élèves, de rassurer les élèves et rassurer, le corps des enseignants. Alors, comment expliquer cette montée de la violence chez des élèves de plus en plus jeunes? Un problème autour de la santé mentale. Il y a tout à faire au niveau de l'éducation nationale, que ce soit pour les personnels ou pour les élèves. Un constat d'autant plus marquant que l'éducation reste le premier budget civil de l'État en France, avec une hausse de 30% depuis 2017. Ludovic Toro, 800 armes saisies dans les sacs à dos des collégiens et des lycéens. Qu'est-ce que ça dit de notre société, selon vous? Ça dit que la loi ne s'applique pas.
porter un couteau, c'est une infraction pénale, d'accord, qui peut avoir 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, sauf si vous justifiez le port du couteau. Mais quand vous êtes adolescent avec un couteau, vous allez justifier comment? Oui, d'accord, non, pardon, mais ça dit autre chose que le simple non-respect de la loi. Vous avez raison, mais si à un moment, on n'applique pas les lois, c'est-à-dire que... Non, d'accord, mais justement, le fait de ne pas les appliquer, c'est ça qui veut dire quelque chose. C'est en fait la violence qui est partout. La violence, elle est partout. Il faut se défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut se défendre. Et même les ados, maintenant, ils préparent à se défendre et voire maintenant à attaquer. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, pardon. Sur la violence? Non. On n'a pas simplement un couteau... Quand on est un gamin dans un collège, on n'a pas simplement un couteau dans son sac à dos pour se défendre. C'est pas pour vrai. Attaquer, je vais vous dire après. Pour aussi attaquer. Les deux sont oui, mais c'est pas la même chose. Défendre et attaquer, c'est pas la même chose. Excusez-moi, quand il sait que son voisin a un couteau et qu'il pourrait éventuellement l'attaquer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'armer aussi. C'est une histoire sans fin. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui a une arme, vous allez prendre la même arme pour éventuellement vous défendre. D'abord, Amine El-Bailly. Vous savez, quand vous retrouvez 800 couteaux et quand vous retrouvez un couteau dans le cartable d'un collégien ou d'un lycéen, ça dit deux choses. D'abord, ça dit l'état de démission parentale, puisque il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous aviez beaucoup plus de parents engagés dans les réunions parents-profs et des parents qui, le soir même, vérifiaient le cartable, les devoirs de leur enfant. Donc ça dit quelque chose sur l'état de démission parentale face au recul de l'autorité. Et ça dit également une deuxième chose, c'est finalement le sentiment d'abandon collectif, y compris des professeurs. Il y a 10 ans, quand vous aviez un couteau dans votre sac, c'était un conseil de discipline. Aujourd'hui, c'est à peine 1 heure de retenue et éventuellement un petit rappel par courrier aux parents si à peine ce petit courrier est lu. Donc ça dit quelque chose de la société, un recul de l'autorité et puis surtout un abandon des professeurs, parce que les professeurs ont évidemment aujourd'hui dans les salles de classe la boule au ventre avec une hausse des agressions des professeurs et ce syndrome du couteau, c'est un syndrome qui s'est aggravé avec l'affaire Samuel Paty. Alors Eric Tegner, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui, manifestement, là encore c'est un constat, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de collégiens et de lycéens qui vont en cours avec une arme dans leur sac? Alors moi j'y vois 3 raisons. D'abord la première, c'est ceux en effet qui vont vouloir attaquer, ceux qui vont s'en prendre à leurs professeurs. Ce sont des cas qui sont régulièrement documentés. Le deuxième, c'est la culture de la racaille. C'est-à-dire que finalement vous êtes dans une bande, il y en a un qui a un couteau, l'autre ne l'a pas, eh bien l'autre ne participe pas à la bande et il doit forcément avoir ce couteau. Et il y a, et je rejoins Ludovic Toro, une petite minorité de jeunes qui vont se dire moi je dois me défendre parce qu'en face il y a une bande rivale. Moi j'en ai rencontré certains de ces jeunes, notamment dans des quartiers, qui allaient nous expliquer j'ai besoin de mon couteau parce que finalement les bandes rivales vont nous agresser et eux ont des couteaux plus grands. Donc c'est ça l'énorme problème, c'est qu'en fait d'une certaine façon, et c'est pas pour vous démoraliser, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une spirale où les jeunes n'ont pas l'impression non plus qu'ils vont pour certains être défendus et pour d'autres qui vont considérer qu'ils vont se construire comme adultes à travers la violence. Et donc derrière, il ne faut pas s'étonner si à l'âge de 18 ou 20 ans, ils vont basculer dans quelque chose qui sera impossible à revenir. Georges, vous êtes d'accord? À cela, oui, je suis d'accord, mais il faut aussi ajouter que ces couteaux, ça peut être aussi, malheureusement, destiné aussi aux enseignants. Bien sûr, c'est vrai. Il y a le procès d'Agnès, mort d'Agnès, le professeur Lassalle, qui a été tué par un de ses élèves, coup de couteau. Moi, je dis simplement ce que ça révèle de notre société, c'est l'échec majeur du traitement de la délinquance des mineurs dans notre pays, qui reste un défi à relever. On a modifié l'ordonnance de 1945 en prenant un contresens historique. Au lieu d'aller dans le sens de la fermeté, on est allé dans le sens du laxisme, plus de peines courtes, plus de jugements immédiats, etc., etc. Donc ça révèle une chose, c'est que les gamins d'aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Si vous avez un petit peu peur des parents, l'autorité a disparu, vous ne transporteriez pas un couteau. Si effectivement la peine d'1 an était prononcée, quelquefois, peut-être pas 1 an, mais 1 mois, vous voyez, 1 mois, ça fait réfléchir. À suivre dans 100% Frontières. Charles Aloncle qui fait la une du JD News aujourd'hui. Audiovisuel, le rapport interdit, point d'interrogation. L'excellent Jules Torres qui est avec nous a interviewé Charles Aloncle. A-t-il peur que son rapport ne soit pas rendu public? Parce qu'il dérange ce rapport sur l'audiovisuel public. On apprend beaucoup de choses. On va apprendre beaucoup de choses s'il est publié. Et il y en a certains qui aimeraient bien le censurer. Vous allez nous expliquer toutes les réponses pour tout après cela dans un instant. Restez avec nous en direct sur CNews. À tout de suite. Charles Aloncle, le rapport interdit concernant l'audiovisuel public, ce rapport de cette enquête parlementaire va-t-il voir le jour, va-t-il être dévoilé? Les députés vont devoir se prononcer ou sera-t-il censuré? Il y a un risque. Jules Torres, qui est avec nous, va nous expliquer tout ça puisque vous avez interviewé Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission d'enquête. Ce sera juste après l'essentiel de l'actualité avec Somaya Labidi.
Malgré la prolongation du cessez-le-feu, la bataille navale se poursuit. Les gardiens de la Révolution disent avoir saisi 2 navires tentant de passer le détroit d'Ormuz. Un peu plus tôt, un cargo qui quittait l'Iran a été stoppé par des tirs, tout comme un porte-conteneur au large d'Oman. La guerre de communication reprend de plus belle également. Illustration avec ces images tournées à Téhéran hier soir d'un défilé organisé par le régime avec un missile balistique au milieu d'une foule dense et compacte lançant des appels à la mort de l'Amérique mais aussi à raser Tel Aviv. Et puis depuis fin mars, aucun signe de vie de Manon Rolando, jeune agricultrice à Saint-Étienne-de-Montluc, dont vous découvrez le visage à l'écran. Son bébé, une fille âgée de 15 mois, a également disparu. Les soupçons se tournent désormais vers son compagnon, parti en Algérie. Une enquête pour meurtre par conjoint et enlèvement a été ouverte. Merci beaucoup, Somaya. Charles Laloncle dévoile donc ce matin dans le JD News que la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a révélé conflit d'intérêts, dépenses somptuaires, opacité des comptes. On en débat et on en parle dans un instant en plateau, juste après ce reportage, ce sujet de Félix Pérollaz. Que retenir de cette interview ? Il aura fallu 70 auditions, 230 personnes entendues pour dresser le bilan de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. À travers les pages du JD News, Charles Laloncle revient sur les informations qu'il a pu récolter, notamment sur des indemnités de départ très élevées. Le cas de Nathalie Darigrand est particulièrement frappant. Après avoir attribué des contrats importants à la société Together, elle rejoint cette même structure quelques mois après avoir bénéficié d'une indemnité de départ de près de 400 000 € de France Télévisions. D'autres situations poussent à s'interroger. Anne Holm, directrice de la fiction, qui a reconnu partir en vacances chez un producteur travaillant avec le groupe, tout en affirmant comme procédure de départ laisser à ses N-1 le soin d'instruire ses dossiers. Autre sujet qui figure dans le rapport, la surfacturation de certaines sociétés de production. Dès l'instant où j'ai examiné de près le fonctionnement des sociétés de production, les réactions ont été d'une violence inouïe, à l'image de la perte totale de sang-froid de Xavier Niel, pourtant entrepreneur renommé, rompu au conseil d'administration et cadre professionnel exigeant. Confier des émissions d'information à des groupes dont certains fondateurs sont engagés politiquement, comme Media One avec Mathieu Pigasse, nourrit aussi un doute sur le respect des exigences de neutralité. Certaines situations personnelles ont également alerté le rapporteur, notamment celle de 2 directeurs des opérations spéciales. L'un d'eux, Arnaud Ngacha, cumulait un poste au sein du groupe, rémunéré plus de 100 000 € net avec une fonction d'adjoint à la mairie de Paris. Le rapport doit être voté le 27 avril par les 31 parlementaires qui composent la commission. Mais en cas de vote négatif, l'ensemble des travaux, y compris les comptes rendus d'audition, ne seront pas rendus publics. Bon, Jules Torres, c'est vous qui avez interviewé Charles Laloncle. D'abord, première question, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'il y a beaucoup de révélations dans cette commission d'enquête. Alors évidemment qu'on n'a pas eu accès à ce rapport, c'est tout à fait interdit. Le rapport, Charles Laloncle, il l'a rédigé et il l'a rendu cette nuit, avec évidemment l'aide des administrateurs de l'Assemblée nationale. Il sera soumis au vote des députés le 27 avril, donc dans quelques jours, et les députés pourront le consulter dans une salle dédiée à l'Assemblée nationale sur des créneaux. Il faut bien comprendre qu'on est dans une salle, qu'on n'a pas le droit de prendre son téléphone, on n'a pas le droit de prendre de photos. On peut prendre une feuille de papier et un crayon pour évidemment faire des annotations, mais on ne peut évidemment pas faire sortir ce rapport. Ils feront ça du 23 au 27 avril, parce qu'évidemment, il y a un vrai doute sur la publication, oui ou non, de ce rapport. Et ce serait extrêmement grave. Et Charles Laloncle parle d'un trouble et d'une faute démocratique s'il n'est pas publié. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute la commission d'enquête parlementaire qui a fait le plus de bruit, qui a intéressé le plus les Français depuis l'affaire Benalla. Vous vous souvenez de cette commission d'enquête en 2018. Parce qu'il y a évidemment un sujet, et c'est parce que les révélations de Charles Laloncle, elles ont été très nombreuses, c'est-à-dire sur le système opaque, sur le système extrêmement coûteux, sur l'externalisation massive qu'il y a eu dans l'audiovisuel public. On va prendre des cas extrêmement précis. Aujourd'hui, vous avez quasiment 1 milliard d'euros sur les 4 milliards qui sont consacrés à l'audiovisuel public qui sont dans l'externalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 14 000 employés au sein de l'audiovisuel public actuellement. Eh bien non, c'est pas assez. Il faut externaliser. Donc par exemple, sur des émissions ou sur des chaînes comme France 5, vous avez 80% des émissions qui sont produites, payées donc à des sociétés externes. Together, Media One, et qui sont des sociétés où les actionnaires, M. Pigasse, M. Niel, M. Capton,
sont des personnes qui sont engagées à gauche. Donc d'abord, ça pose la question d'une privatisation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans le paysage politique qui réclament la privatisation. Charles Aloncle l'a dit, il y a quasiment déjà une petite ou une privatisation partielle dans l'audiovisuel public à cause de ces externalisations. Et dans le reportage de Félix Perolaz, il y a des exemples qui sont très bons. C'est-à-dire que vous avez une directrice de France 5 qui est chargée de donner les contrats, qui part avec 400 000 euros d'indemnité. Quelques mois plus tard, elle est recrutée par la même boîte, et on voit qu'ensuite, donc, c'est l'interlocutrice de France 5. Et donc, les montants des contrats, ils augmentent. Vous avez, en effet, M. Ngacha, qui a un poste d'adjoint à la mairie de Paris, qui est en même temps directeur des opérations c'est dingue. spéciales. Ça, c'est complètement Vous avez dingue. Samuel Etienne. L'exemple de Samuel Etienne, il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il anime notamment Question pour un champion. Il décide lui-même de partir et de devenir non plus salarié, mais producteur externe pour rester à Question pour un champion. Jusque-là, c'est pas très grave, il a le droit. Sauf qu'ensuite, il lance sa chaîne Twitch pour faire ce qu'il veut, notamment faire des émissions où il revendique de ne pas inviter le Rassemblement national, et il demande un financement accordé de l'audiovisuel public. Donc on voit très bien que tout ce système a touché au cœur une petite caste médiatique qui, d'ailleurs, il faut quand même le dire, cette commission d'enquête, elle démarre comment ? Elle démarre avec l'affaire Cohen-Legrand, cas majeur de manque d'impartialité et de partialité, où je vous rappelle quand même que 2 des figures de l'audiovisuel public disaient on va s'occuper de Rachida Dati dans le cadre des élections municipales, qui faisaient la pluie et le beau temps avec 2 dirigeants du Parti socialiste. Donc c'est pour cela que cette commission, elle a été extrêmement importante, elle a été suivie, et c'est pour ça que ce rapport, il est extrêmement important. On apprend beaucoup de choses, on a déjà appris beaucoup de choses avec les auditions, mais vous dites il y a un risque réel que ce rapport soit censuré à la demande des députés qui vont voter lundi. Le vote aura lieu lundi. Il y a un risque réel qu'il soit censuré parce qu'effectivement, la gauche n'a pas du tout intérêt à ce que ces révélations sortent, mais pas seulement la gauche. Une partie également des députés macronistes ne veulent pas du tout que les Français entendent parler de tout ça. Donc il y a un risque réel. Il y a évidemment un risque réel. C'est arrivé une seule fois dans la Ve République. C'était il y a quelques années, en 2011, sur une commission d'enquête sur les syndicats. Donc là aussi, sur le financement des syndicats, et ça évidemment perturbait un certain nombre de députés, notamment les députés de gauche. Mais quand on voit les attaques, on a publié la semaine dernière un documentaire Charles Aloncle, seul contre tous. Il était vraiment seul contre tous dans cette commission d'enquête, parce que même le président de la commission, qui est un président Horizon, il était très dur avec lui. Les députés de gauche, on se souvient notamment de M. Balanant, qui vient du MoDem, qui a quasiment menacé physiquement Charles Aloncle, et il s'en est pris à lui. Je ne vous parle même pas des députés de gauche, donc c'est extrêmement difficile. Après, ça pourrait provoquer un trouble démocratique sans précédent, conséquent, parce qu'il faut bien comprendre que si ce rapport n'est pas publié, toutes les auditions sont supprimées. On ne peut plus y accéder, c'est-à-dire que l'audition de Mme Ernotte, l'audition où M. Pigas et M. Niel sortent on jette tout à la poubelle. On jette tout à la poubelle et vous ne pouvez plus les retrouver, plus les diffuser. Alors, Georges Fenech, allez-y. Il y a eu raison de rappeler qu'effectivement ça s'est produit une fois, le financement des syndicats en 2011, c'est un député centriste, Nicolas Perruchot. Ça a été un scandale. On était à 6 mois des présidentielles et il ne fallait pas mettre à dos les syndicats, etc. Là, on est un peu dans le même cas de figure. Si ce rapport n'est pas signé, donc publié, ce serait un scandale démocratique. Et j'ai été extrêmement gêné, moi, ce matin, lors de l'interview de Maud Bréjon. Absolument. Qui n'était pas à l'aise quand Laurence Ferrari lui a posé la question. J'ai eu le même sentiment que vous. Pour la publication ou pas, elle n'a pas été capable de répondre. Mais elle n'a pas répondu, donc quelque part, elle a répondu. Ce qu'on comprend, c'est que la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, ne serait pas choquée si ce rapport était censuré. Voilà ce qu'il faut comprendre. Oui, mais c'est choquant qu'elle ne serait pas choquée. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très choquant, on est bien d'accord là-dessus. Absolument, donc on attend cette décision, mais encore une fois, on peut s'attendre à tout. Vous savez, finalement, on peut s'attendre à tout avec ces gouvernements. On ne peut pas exclure, mais ce serait un scandale démocratique. Éric Tegner, ce qu'il faut dire, c'est que les auditions de cette commission d'enquête parlementaire, elles ont déjà fait évoluer les choses. Il y a des comportements à France Télévisions qui ont déjà changé. J'ai vu, par exemple, que ça va être le Festival de Cannes bientôt. Bon, il a été établi, grâce à cette commission d'enquête, qu'il y avait eu des dépenses absolument faramineuses. 1700 € la nuit pour une chambre d'hôtel. Là, France Télévisions dit maintenant, on va se limiter à 500 € par nuit. Ça c'est grâce à cette commission d'enquête. En plus, c'était payé par les sociétés de production. Absolument. Donc là, on est dans une espèce de conflit d'intérêts au prix de foyer, ce que je veux dire. Oui, mais ce qui montre que beaucoup de choses vraies ont été révélées. Et également
évidemment que c'est un sujet d'intérêt général. À titre personnel, sur la chaîne YouTube de Frontières, on a relayé absolument toutes les auditions. Ce sont des millions de vues qui ont été cumulées sur le moindre sujet, le moindre adjoint à la commission de telle communication inconnue. Ça passionnait les Français. Et moi, je vous rejoins parce que finalement, ça sera un scandale démocratique. Pourquoi ? Parce que les députés sont censés quand même, en règle générale, être indépendants des pouvoirs privés. Et là, effectivement, s'il y a la publication d'un rapport sous le sceau républicain, derrière, ça va se compter en centaines de millions d'euros de changements et de modifications. C'est-à-dire que c'est une évidence qu'il pourra y avoir des réformes, que des grandes sociétés de production vont perdre des contrats, que l'audiovisuel public va être modifié. Mais je vais vous dire, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils veuillent enterrer ce rapport. Ils ont réussi à enterrer un référendum précédemment. Ça montre à quel point ce sont des gens qui, à chaque fois, font semblant de ne pas être au courant, mais le jour où on touche à leur précaré, il y en a quelques-uns, les syndicats, l'audiovisuel public, la haute administration, ils savent s'entendre pour enterrer les choses. Hélène Rouet. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette interview, c'est la réponse qu'il a à la dernière question, parce que, outre tout ce que Jules vient de rappeler, outre le résumé, bien sûr, de toutes les révélations explosives qui ont été faites, on se rend compte quand même de l'omerta qui peut exister à France Télévisions, parce que tout simplement, dans la dernière question, Charles Alonc nous explique que des zones d'ombre subsistent, et ce, tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas pu parler et qui n'ont pas voulu parler, tout simplement parce qu'ils ont peur de justement cette culture d'omerta, etc., qui existe. Donc il faut bien comprendre que malgré toutes les révélations explosives, subsistent encore aujourd'hui des zones d'ombre. Ludovic. Nous avons payé cette commission d'enquête, tous les Français. On a le droit d'avoir ce rapport absolu. Alors vous dites, moi je les ai vus, c'est-à-dire même s'ils effacent tout, on a tous vu tout ce qui s'est passé. Et ceux qui répondaient, ils étaient très très mal à l'aise. Et quand ils étaient très mal à l'aise, ils attaquaient. Il faut absolument que ce rapport, on puisse y avoir accès. Si ce n'est pas le cas, c'est un vrai scandale. Parce qu'on a vu, vous avez vu tout l'argent qui est dispensé, qu'on met du public au privé et qu'on récupère. Il faut absolument qu'on change cet audiovisuel public. S'il n'est pas publié, c'est une omerta. Et ça veut dire qu'on valide tout ce qui a été fait. Je précise que le président de cette commission d'enquête, qui est Jérémy Patrielletus, a dit publiquement qu'il était favorable à la publication de ce rapport. Quand même, on verra ce qu'il en sera effectivement lundi lors du vote des parlementaires. Nous suivrons cela évidemment de très près sur CNews. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Je voulais qu'on parle de cette fake news. Alors là, ça c'est encore quelque chose d'assez incroyable. Une fake news propagée par Madame Loiseau, qui est députée européenne, parce que vous savez que Jordan Bardella a rencontré le MEDEF en début de semaine. Bon, tout le monde s'est dit, alors comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce qu'il a été bien reçu, etc. Et il y a évidemment beaucoup de monde qui souhaitait que ça se passe très mal. Et notamment le camp macroniste, la gauche, ils rêvaient que la rencontre entre le MEDEF et Jordan Bardella soit une catastrophe. Ça n'a pas été le cas. Non. Comme ils n'étaient pas contents, ils ont inventé une fake news. Voilà ce qui était dit. Jordan Bardella n'aurait pas dû rencontrer les patrons du MEDEF. Patrick Martin, qui est donc le patron du MEDEF, confesse que de son vivant, il n'a jamais discuté d'économie avec quelqu'un d'un niveau aussi bas. Monsieur Bardella a un niveau de 3e en connaissance et en géopolitique. Sauf que c'est faux. Nathalie Loiseau, qui est députée européenne, qui a été tête de liste même, qui a écrit un livre sur les fake news. Qui a écrit un livre sur les fake news. Elle a relayé cette fake news sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on se dit que ça va être ça jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ils vont tous permettre. Il y a les fake news qui sont propagées, y compris par les politiques. Il y a les fake news qui sont propagées par les médias. Je rappelle que Le Monde a dit que Jordan Bardella s'était rendu en Corse avec sa compagne dans un jet privé. Là encore, tout est faux. Donc, comme il voit, Éric Tegner, que le Rassemblement national est très haut dans les sondages, eh bien, ils sont prêts à tout, y compris à inventer les pires mensonges. Oui, ce sont des menteurs. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement, on a des responsables politiques au pouvoir qui sont des menteurs, qui assument totalement de faire preuve de mensonges. Moi, ça me sidère. Et ce fameux contre-pouvoir de la presse, normalement, devrait débunker ce genre de choses. Ils le font systématiquement lorsque ça ne les arrange pas, lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas interroger Nathalie Loiseau ? Moi, ça m'interroge. Et surtout, ça montre à quel point ces gens-là se sont enfermés dans une bulle, leur propre bulle cognitive. Parce que je pense que Nathalie Loiseau, elle y croyait à ce truc. Elle y croyait parce que vraiment, elle y croyait parce qu'elle voulait tellement que ce soit vrai. C'est pour ça qu'elle y croyait. C'est-à-dire que Nathalie Loiseau, qui, pardonnez-moi, est nulle sur tout un tas de sujets, qui quand même fait partie d'une majorité qui a ruiné le pays, parce que plus d'1,5 milliard de dettes, c'était uniquement 600 millions sur le Covid. Tout le reste, c'est de leur faute. Eh bien, ils veulent se convaincre qu'en face, Jordan Bardella est absolument nul. Et ça, en effet, ça montre à quel point ils sont terrifiés, ils ont peur. Oui, Jules Torres, encore une fois. Mais Jordan Bardella, il en a conscience. Il est préparé à cela. Mais néanmoins,
ça n'est pas un combat démocratique, comment dirais-je, sain. Ce sont des coups bas. Ce sont des coups extrêmement bas. Les Français méritent mieux, en fait. On a besoin d'une campagne projet contre projet. On n'a pas besoin de ce genre de fake news. Si la campagne présidentielle ressemble à ça, je vais vous dire, ça ne va pas rendre service à notre pays, parce qu'on a besoin d'avoir des débats de fond sur les grands problèmes de notre société. Je vous confirme que les Français méritent mieux que Nathalie Loiseau. C'est-à-dire que c'est quand même le niveau zéro de la politique. C'est-à-dire que cette dame, elle s'est présentée à plusieurs reprises. Elle est évidemment élue, donc on lui doit ce respect pour ça. Mais le sujet là, c'est que c'est une dame qui passe sa vie, son temps à faire des leçons de morale à tout le monde, qui publie des livres sur les fake news et qui là se fait avoir par un pauvre compte Twitter dont en deux clics on peut voir quand même que c'est pas un site extrêmement fiable. Je vous rappelle quand même que c'est elle, la candidate du Bloc central en 2019 aux élections européennes, donc la candidate d'Emmanuel Macron, le même Emmanuel Macron qui veut faire un label pour les médias confiés à des organisations de gauche parce qu'il faudrait faire la différence entre les bons et les mauvais médias. Donc c'est qui ? C'est Madame Loiseau qui va piloter le comité d'organisation de cette labellisation. Donc on voit bien que la Macronie n'est déjà peut faire des fake news, en fait extrêmement souvent. Et la deuxième interrogation que ça nous donne, et c'est même une exclamation, c'est-à-dire que la campagne présidentielle, il y ça va tout le temps. Bien sûr, ça va être notamment contre Jordan Bardella. Ça va être une violence inouïe. L'article du Monde auquel vous faites référence, il y a eu deux rectificatifs en seulement quelques heures, parce qu'en fait, et pourtant c'est des journalistes dont on loue, notamment sur le service public, les louanges. Donc à un moment donné, il va falloir les stopper, arrêter et arrêter les mensonges. Mais il y aura des coups bas, mais le coup le plus terrible, ce sera l'inéligibilité, si elle est prononcée, de Mme Le Pen. Il ne faut pas l'oublier. Là, on fait comme si c'est Bardella qui allait... Mais elle est toujours en position de se présenter. Nous aurons la réponse le 7 juillet prochain. Sursaut démocratique, on laissera les Français choisir librement. J'ai trop de souvenirs de ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon. Je ne souhaite pas qu'on soit encore privé de candidats qui sont en position de se présenter. Mais vous savez, de toute façon, il y a cette ambiance qui dit oui, mais les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est l'extrême droite, etc. Les réguler. Moi, je parle également de Gabriel Attal. Gabriel Attal, ces derniers jours, il a publié une vidéo, vous savez, pour faire la promotion de son livre. Et dans cette vidéo, on voit une image qui a été du coup modifiée, qui était inventée à intelligence artificielle, où il y a l'actrice Emma Watson qui est en train de lire son livre. Alors évidemment, ça a fait polémique, mais moi je m'interroge, ces gens-là sont en train de dire attention, l'utilisation d'images, etc. Et ils se retrouvent épinglés là-dessus. Et c'est la même chose sur la presse de gauche. Moi je l'ai vécu personnellement mercredi dernier, j'étais en commission d'enquête, alors là pour le coup, ils y sont allés en commission d'enquête au Sénat, et il y avait un journaliste de Blast qui a essayé d'expliquer que sur le plateau de CNews, j'avais traité Bali Bagayoko de primate. Il n'a pas été repris, il a dit ça sous serment. Ça veut dire que sous serment, ils disent des fake news. Imaginez lorsqu'ils ne sont pas sous serment. Bien sûr. Il nous reste quelques minutes. On vous avait parlé, souvenez-vous, il y a 3 semaines de cette fresque dans le 11e arrondissement de Paris. Ouais. Une fresque dégradante à l'effigie de Quentin Derenc qui avait été réalisée. Une fresque où on retrouvait d'ailleurs le symbole de la jeune garde, vous la voyez. En fait, c'était quasiment un appel au meurtre. Ça légitimait le meurtre de Quentin Derenc. Est-ce que cette fresque est toujours là ? C'est la question qu'on s'est posée. Eh bien, David Alem, notre journaliste pour Sans Frontières, est allé sur place pour voir si cette fresque était effectivement toujours là. Bonjour à tous, il y a 3 semaines, dans 100% Frontières, nous alertions sur la présence d'une fresque faisant l'apologie du meurtre de Quentin Derenc. Cette séquence avait profondément choqué et des élus ont été interpellés suite à la diffusion de ces images. Eh bien, aujourd'hui, 3 semaines plus tard, on s'est rendu sur place et on peut constater au-dessus de moi que la fresque est toujours présente et qu'elle n'a pas été nettoyée par les services de la mairie de Paris. Bon, Éric, si cette fresque est toujours là, c'est une fresque qui, encore une fois, légitime le meurtre de Quentin Derenc. Si elle est toujours là, c'est que ça ne dérange pas la mairie de Paris, c'est tout. Ouais. Moi, je suis sidéré. Grégory Canal, conseiller de Paris, qui est leader notamment de l'opposition à LR, avait interpellé Emmanuel Grégoire en lui demandant qu'il y ait évidemment un nettoyage et rien n'est fait, ça me sidère. Mais en tant que maire, vous avez le pouvoir de détruire cette fresque. Bah, évidemment. Il ne l'a pas pris, c'est David Béliard, je crois, qui est le maire du 11e, d'accord, que Europe Écologie Les Verts. Excusez-moi, comment justifier ça ? Alors, regardez, il y a du sang partout, on a assassiné quelqu'un, et c'est toujours là. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes et à tout le monde. Excusez-moi, ce maire, il doit répondre à cela. Parce que quelque part, il est complice de cette image. Bien sûr. Hélène Rouet. Oui, surtout que maintenant, ça fait 3 semaines, donc les Parisiens voient ça. Certains considèrent que c'est de l'art. Il faut savoir qu'il y a des jeunes aussi qui regardent, qu'il y a parfois des enfants. Là, j'ai une pensée également pour les parents de Quentin, qui doivent se dire, mais comment quelque chose de la sorte peut quand même rester là ? Il faut savoir qu'à Paris, c'est 7500 agents de propreté, et ça fait 3 semaines qu'ils ne prennent aucune décision. Que
font-ils ? Et dans le 11e, ce sont les quartiers de la Jeune Garde. C'est-à-dire que c'est là où ils ont leurs locaux de Vers Nation, c'est là qu'ils se baladent en permanence. Donc en fait, ils ne veulent pas finalement se confronter à la Jeune Garde parce qu'ils sont en accord avec eux. J'ai entendu les extrêmes gauchistes nous dire mais c'est de l'art, c'est pas grave. Au nom de l'art, on peut tout se permettre au nom de l'art. Ils sont d'accord avec la Jeune Garde. Les habitants, les politiques, ils manifestent ensemble à Nation dans les mêmes endroits. Donc en fait, ils sont d'accord avec cette fresque. 12h49 pour l'art. 12h49. Et la propreté, c'est la compétence de la mairie centrale. Donc c'est même pas la mairie du 11e, c'est Emmanuel Grégoire qui est le responsable de tout ça. Pierre de Villeneuve nous a rejoint. Midi News dans un instant. Cher Pierre, au programme de votre émission aujourd'hui. 2 invités, Éléonore Carrois pour parler des aides du gouvernement pour le carburant notamment, et puis évidemment sur le conflit au Moyen-Orient. On parlera aussi de l'argent public. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite phrase de M. Lecornu hier. Ah oui, alors pour le surplus fiscal, ah oui, vous savez, 170 millions, donc ça va aller très très vite. Puis de toute façon, voilà, c'est bien français tout cela. C'est quand même assez choquant quand on parle de l'argent des Français, et puisque vous parliez de l'argent des Français avec la polémique concernant le rapport de Charles Aloncle, on parlera de ça aussi également avec Franz-Olivier Gisbert qui publie « La France est un pays communiste ». Je ne sais pas, peut-être que la réponse est dans la question. Il viendra avec nous. Pas besoin de prendre d'interrogation. Eh bien, bonne émission, cher Pierre de Villeneuve. Midi News, dans un instant, vous restez avec nous. Donc, merci à tous les 6 d'être venus ce matin sur le plateau de 100% Frontières. Merci Eric. Merci Johan. Et nous, on se retrouve demain matin, 11h, toujours pour 100% Frontières. Très belle journée à tous.